Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au deuxième épisode de la 9e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer les entretiens avec des improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. C'est lui. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Catégorie libre bénéficie de financement du gouvernement du Canada. Notre invitée aujourd'hui est Valérie Mallard. Valérie Mallard est joueuse étoile de l'école secondaire Nipisiguit de Bathurst de 2008 à 2011. Pendant quel temps, elle commence à aussi participer à la Ligue d'improvisation Chaleur, la LIC, sert d'entraîneur à l'équipe de l'école intermédiaire de Beresford et écrit des articles sur l'impro pour le journal Kaboom. À l'université, elle joue une couple d'années à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, fonde un comité d'impro non compétitif et sert d'entraîneur à l'équipe de l'école intermédiaire Le Mascaret. C'est aussi pendant ces années qu'elle travaille avec une certaine Isabelle Gauguin sur le projet d'impro de la FJFNB qui mettrait les bases d'improvisation Nouveau-Brunswick en place. Pendant ses études en orthophonie à l'Université d'Ottawa, elle jouera 1 an avec la LIEU et de retour au Nouveau-Brunswick, elle continuera de jouer à la LIC et y deviendra capitaine en 2022. Jouera ensuite aussi 2 saisons de l'imprévu et vient tout juste de commencer à jouer dans la Ligue d'improvisation olympienne. L'an dernier, vous l'aurez aussi aperçu dans la distribution de la pièce improvisée sans titre. Valérie Mallard, bienvenue à l'émission. Ben, merci beaucoup. Ben, merci d'être ici. On parlera avec Valérie de sa carrière et sa démarche artistique d'abord. Et dans la deuxième moitié de l'émission, de la voix. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et nous les utiliserons tout au long de l'émission. Yeah! Des gens ont soumis des questions. Ben moi, je vais commencer avec une question qui vient de moi. C'est la même question qu'on demande dans le fond à tout le monde. Comment t'as commencé ça de l'impro? Bonne question. Ben, en fait, j'ai plus commencé à en consommer avant de jouer. Comme chez nous, c'était très francophone, télévision francophone. Fait que, tu sais, je regardais beaucoup comme de la télé avec des comédiens puis tout ça. Puis quand il y avait de l'impro à la télé, comme mes parents faisaient comme « il y a de l'impro à la télé », fait que là, j'écoutais ça puis c'est de même que j'ai comme pogné la piqûre d'en regarder. J'avais comme jamais imaginé que j'en ferais à ce moment-là, mais comme j'étais vraiment fan puis ça me faisait triper puis j'aimais voir comme l'aspect créatif de la chose. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai comme commencé à en entendre parler. Puis là, par la suite, comme au primaire, des fois, il y avait des personnes qui venaient faire comme des petits ateliers, comme Justin Guittard venait faire des ateliers souvent, Dave Lausier, Dave Doucette, Alain Degrasse, à l'occasion. Fait que là, j'avais comme la chance de baigner un petit peu, toucher à ça, puis ça m'intéressait. Puis même autour de, je pense, je sais pas, j'étais en 7e, 8e année, même Alain, dans le temps, il faisait comme des journées de la relève, qui étaient comme un bootcamp pour des jeunes à l'intermédiaire de, t'allais une pleine journée, il te montrait comme t'enseignais les bases le matin, après ça, tu faisais une coupe de jeux d'impro, puis l'après-midi, c'était juste, tu jouais des matchs, puis tu jouais avec plein de jeunes de différentes écoles. Ça m'a genre super allumé, puis j'étais comme, OK, je veux vraiment en faire. Même que l'équipe de ESN avait venu jouer à mon école, genre pour la semaine de la fierté française, ils faisaient comme des petites activités tout ça, puis genre j'avais comme brisé la règle de il fallait faire les autres activités, puis j'étais juste restée avec eux toute la journée, puis j'avais pas d'amis pour ça. J'étais comme, c'était pas mon genre de briser les règles, mais j'étais juste comme, je veux pas m'en aller, je veux pas faire autre chose, c'est ça que je veux faire. Puis c'était dans le temps que c'était Ricky John Godin qui était là, Fred Guittard était là, Pierre-André Dion, Sébastien Haché. Fait que j'avais passé comme la journée avec eux, puis j'avais comme trouvé ça super le fun. Puis là Ricky m'avait dit comme, l'année prochaine, comme quand tu vas être à SN, tu t'essaieras de jouer de l'impro avec les autres, tu t'essaieras pour l'équipe, puis genre tout l'été, j'ai obsédé là-dessus. Là. J'étais comme, là, je m'en vais à SN, je vais essayer pour l'équipe. C'est comme, je pensais juste à ça. Comme, première journée d'école, je l'ai croisé, j'étais comme, quand est-ce que c'est l'impro? Comme, j'avais comme vraiment hâte de jouer. Fait que c'est un peu comme de fil en aiguille que je me suis comme accrochée à l'impro très rapidement avec le temps. Puis est-ce que tu t'es intégré immédiatement, c'est tout ça? Pas mal, ouais. Comme j'ai commencé avec le comité d'impro à ESN, c'était Alain Degrasse dans le temps-là qui menait un peu les choses, là. Fait que, tu sais, on faisait comme le comité, puis il y avait comme les auditions pour l'équipe.
l'équipe de l'école, fait que j'ai fait les auditions, puis là, j'avais été pris dans l'équipe comme à ma première année, fait que j'ai joué mes 4 ans à l'école, puis à travers de ça, je pense, quand j'étais comme en 10e année, j'ai été dans une des équipes de la Ligue aussi. J'ai joué avec Rémi Goupy. J'étais dans la même équipe comme 2 années, on était les Verts, là, c'était une drôle d'équipe construite comme, qui était comme spéciale, un peu absurde, là. Rémi Goupy, Marc Bernier, Sam Rioux, puis moi. Qui était comme une mixture, mais qui fonctionnait quand même vraiment bien, puis j'ai eu beaucoup de fun avec eux, puis j'ai beaucoup appris, puis c'était très laissé aller, dans le sens que c'est comme, ok, on l'essaye, puis on y va, puis moi, ça me prenait ça de comme décrocher, tu sais, j'avais des fois peur d'oser puis d'essayer des choses, fait qu'avec eux c'était juste comme on embarque puis on le fait puis on te supporte, fait on dirait que ça m'a comme sorti un peu de ma zone de confort puis j'en avais vraiment besoin. Avais-tu des joueurs préférés au secondaire comme tel? Les premières années, c'est ça, j'admirais beaucoup le jeu comme à Ricky pis à Fred, ça, parce qu'ils étaient plus vieux que moi, fait que c'est sûr, tu sais, je les regardais puis j'étais comme oh mon dieu, j'ai hâte de pouvoir jouer comme eux. Mais personnellement, moi j'ai beaucoup aimé jouer avec Matthew Lewis, on avait comme un bon lien, on avait une culture qui quand même matchait beaucoup, on aimait beaucoup construire ensemble des histoires pis tout ça. Il y avait même d'autres joueurs que des fois comme qu'on aurait été surpris que ça fonctionnait, comme quand je jouais avec Tipou qui était comme dans le temps très un puncher puis qui allait comme mettre comme une espèce d'énergie de juste comme faire rouler les blagues, ben moi j'aimais comme aller construire autour, puis là ça comme marchait parce qu'on était différents, mais on apportait des choses différentes dans l'impro. Fait que tu sais, il y a des joueurs comme ça que ça marchait bien aussi, mais honnêtement, j'ai comme vraiment aimé jouer avec tout le monde. J'ai pas je sais qu'il y a du monde dans leurs équipes que il y avait comme des grosses frictions, d'autres on s'entendait vraiment bien. On était tous très différents, puis on était pas nécessairement amis dans d'autres contextes que l'impro, mais quand on était ensemble, comme ça allait bien, puis il y avait une bonne chimie, puis vraiment Sébastien Haché aussi, c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de plaisir à jouer avec, comme j'ai pas d'être dans contre personne, c'est des genres des personnes que si je les revois, je suis vraiment contente, puis comme on dirait que ça te ramène en arrière là quand tu les revois, il y a comme une nostalgie qui vient avec là. Fait que ouais, non, vraiment ça c'était super le fun. Puis à la Ligue, les années que j'ai joué, c'est ça, mon équipe, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec eux. J'aimais ça jouer aussi avec Nathan Dimitrov, c'était quelqu'un qui me déstabilisait un peu parce que justement c'est quelqu'un qui peut prendre comme beaucoup de place, qui avait une énergie qui était forte. Fait que moi d'essayer d'aller jouer avec lui puis d'essayer comme d'appuyer, comme ça pouvait être déstabilisant mais vraiment intéressant à faire. Puis même chose avec Alain aussi, c'était quelqu'un qui aimait construire beaucoup, j'avais beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Je sais pas, c'est juste, tout le monde dans la Ligue était vraiment une bonne expérience de jeu là, comme j'ai juste tellement appris avec eux en jouant. C'est comme une mini école d'impro parce que tu joues avec des adultes, t'es encore un enfant, fait que c'est comme une parfaite opportunité de voir de l'impro puis d'apprendre en le faisant aussi là. Une chose intéressante peut-être qui est dans ta biographie mais qu'on n'a pas lu. OK. C'est que t'as gagné le prix de joueuse la plus punie à ta dernière gogoune. C'est-tu pas absurde? Ben, ça sonne pas, c'est ça, ça sonne pas comme ton genre. Incohérent, ouais, avec ton... Sais-tu que le monde était vraiment pas puni puis toi t'en avais comme 2? C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est que j'avais 2 punitions personnelles à mon nom. Fait que c'est juste pour ça. Mais tu sais, je suis sortie de là avec une médaille, là. Comme la médaille de joueuse la plus punie, puis j'étais arrivée chez nous puis comme le monde était juste comme, hein? Surtout, dans un tournoi au complexe, ça soit toi, c'est peu crédible. Mais aussi, il y a quelle équipe de batters, là? Oui, c'est toi dans l'équipe de batters. Mais c'est toi dans l'équipe de batters. T'as dû décrocher. C'est comme, qu'est-ce qui aurait été tes punitions? Sûrement des décrochages. Moi, là, je décroche. Et encore aujourd'hui, là, je décroche. Ça, c'est ma punition. Je suis une fan. Fait t'es pas une tricheuse, là. Non, c'est juste comme, je deviens observatrice quand je joue des fois un peu trop souvent. Puis là, surtout avec du monde comme Sébastien Haché, c'en est un que Colin, c'est comme, il me fait décrocher, il me regarde juste, puis là, je peux décrocher, c'est comme plus fort que moi. Fait sûrement des décrochages, là, ou ouais, des petites, je pense pas que c'était une affaire majeure, je pense pas que c'était une rudesse, là, mais je sais pas. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que ça aurait pu être, là. C'était une drôle de dernière année, cette année-là, parce que comme, on avait comme plus notre coach, puis là, c'était David Lausier qui avait venu comme nous coacher à la dernière minute juste pour nous sauver pour qu'on puisse aller à la gougoune. C'était juste un drôle de tournoi, c'était le dernier. Fait que c'était aigre-doux dans le sens qu'on savait que c'était le dernier. J'avais ce sentiment-là de, tu sais, c'est comme le sentiment de genre, c'est dimanche pis on recommence l'école demain. J'avais ce feeling-là, ce tournoi-là. Fait que j'ai eu de la misère à comme avoir le même plaisir que j'avais dans les autres tournois. Puis là, quand j'ai eu cette médaille-là, j'étais juste comme, OK, ce tournoi-là est juste comme, c'était juste étrange. Je pense que c'est même le premier tournoi qu'on s'était même pas classé en semi-finale puis en finale. Ah ouais. De tous les tournois que j'avais fait, comme, c'était juste particulier. En plus qu'on avait eu comme c'était dans le temps des régionales, on avait eu la régionale à Batters. Fait que ça, c'était comme intéressant parce que c'est toutes nous autres qui l'avaient organisé. Puis tu sais, quand tu l'as chez vous, il y a comme une vibe quand même, là. Puis là, on passait de ça à, comme là, je pense que c'était à Mathieu Martin. Puis ouais, c'est ça, notre équipe était juste comme, je sais pas, ça
avait moins bien roulé, tu sais, c'était juste, je pense, il y avait ça, changement de coach, on s'était un petit peu désorienté, c'était juste plus la même affaire, puis je pense qu'on sentait comme, oh, c'est notre dernière, puis là, tu sais, on a eu du plaisir quand même, puis ça a été on a eu des beaux moments, mais c'était juste comme, on n'a pas senti que c'était pas notre tournoi celui-là, là, tu sais, mais on a eu quand même beaucoup de fun, puis ça a fini sur une belle note pareil, mais c'est juste drôle, il y a juste des moments comme ça dans le tournoi qu'on était comme justement, quand j'ai gagné cette médaille-là, tout le monde était juste comme, OK, ça finit de même, c'était juste bizarre. Tu t'es pas limité de toute façon à ce jeu secondaire-là, parce que les étés, t'aurais joué à la Ligue. Ouais. Mais aussi, tu commences à coacher une équipe du primaire, qu'on appelle l'intermédiaire. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu t'embarques là-dedans? Puis... Ben, en fait, la personne quand j'ai commencé à faire de l'impro, on avait eu une équipe comme au primaire, quand moi j'avais été là, la personne qui organisait ça s'appelait Céline Hachi, elle était agente culturelle. Si je me trompe pas, elle était encore là quand j'étais au secondaire, mais elle avait juste comme plus le temps vraiment de s'occuper de l'impro. Fait que je m'étais comme offert de le faire. Puis dans ce temps-là, tu sais, il y avait pas les jeux d'Acadie, les jeux régionaux, c'était vraiment juste comme, c'était au sein de ton école, tu sais, c'est juste, fait que c'était vraiment juste apprendre les bases, tout ça, puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que je l'ai fait à Beresford, puis quand j'étais allée à l'université, je l'ai fait au Mascaret, puis j'ai vraiment aimé ça. C'était fun. Je pense que j'aurais peut-être continué si justement il y aurait eu la structure de là je peux vraiment me construire une équipe juste de 8. Parce que souvent c'était un comité, fait que tu sais des fois t'avais comme 15 jeunes, 20 jeunes. Fait que oui, t'as l'aspect coaching, mais t'as l'aspect de genre faut un petit peu tu fais de la discipline parce que t'es comme c'est un gros groupe, puis là j'étais tout seul à gérer ça là. Fait que tu sais si genre je pense que j'aurais aimé ça, j'aurais pu comme OK, je me construis une équipe, je focus sur mes 8 jeunes mettons, faire de l'entraînement avec eux, puis là justement de vivre l'expérience de OK, comme on s'en va jouer contre d'autres équipes. Tu sais, mes jeunes avaient comme pas eu la chance de faire ça vraiment. Fait que peut-être que si ça serait arrivé, que j'aurais peut-être continué, mais je sais pas, il y a un moment où j'ai eu comme j'ai vraiment aimé ça, mais je pense que mon rêve ça aurait été de coacher une équipe de secondaire. Donc, comme là d'avoir comme j'avais aimé enseigner les bases puis tout ça, mais là j'avais le goût de travailler avec des jeunes que OK, ils ont les bases, ils connaissent les règlements, les limites un peu, puis là OK, là on va embarquer puis on va creuser un petit peu plus loin là, tu sais, de justement travailler comme plus des catégories, travailler avec la culture, travailler avec la construction puis d'aller comme un peu plus deep là-dedans. Ça serait quelque chose que j'aurais aimé faire là. Tu étais surtout en train de comme bâtir une relève dans ce temps-là parce qu'il y a pas Oui. Parce qu'il y a pas un tournoi à la fin où il y a pas une ligue qui existe pour ces jeunes-là. On les préparait à comme arriver au secondaire. Ouais. Quand ils arrivaient au secondaire, ils étaient déjà un peu plus outillés que quelqu'un qui commençait à 9. T'sais, c'était vraiment un peu ça qui était comme l'idée, mais c'était super plaisant de le faire. Puis je me demande des fois, je me dis je pourrais peut-être comme le réessayer maintenant qu'il y a une structure différente, il y a plus d'appui, il y en a dans chaque école. Maintenant, c'est vraiment plus, tu sais, que voir comme ça serait peut-être complètement différent même comme atmosphère de le faire avec des jeunes, tu sais. Déjà qu'il y a plus comme des ligues interscolaires de ce groupe d'âge-là, puis il y en a qui se développent dans plein de régions de la province aussi. Exactement, tu peux commencer déjà à avoir un petit peu comme on peut faire un petit match amical avec cette école-là, ou tu sais d'avoir un peu plus, tu sais là des fois c'était juste moi puis les jeunes. Des fois j'invitais comme on faisait des matchs des fois comme contre les enseignants, ou j'invitais comme des joueurs avec qui j'avais joué soit à l'université ou à la ligue, puis on venait faire comme des petits ateliers. Fait que des fois on essayait de faire ça aussi, mais ouais, tu sais des fois il me manquait juste le petit quelque chose de je veux aller un petit peu plus loin comme avec un groupe de jeunes que je connais vraiment bien puis travailler avec eux là, tu sais. Je t'ai pas encore sorti du secondaire dans le fond là dans ma tête parce qu'il y a aussi toute ton implication. J'imagine à travers la FGFNB, comme t'écris pour Kaboom, pis ces choses. Fait que toi t'es une adolescente occupée. Ben en fait là, l'impro c'était juste comme c'était pas une obsession. Je vais pas dire que c'était une obsession, mais c'était vraiment comme c'était mon passe-temps préféré. J'aimais ça. Tu sais, j'écrivais justement dans le Kaboom. J'aimais ça écrire sur le sujet. J'aimais ça lire sur le sujet. Comme j'allais sur Internet, puis dans le temps, il y avait pas tant de ressources en ligne. Fait que tu fouillais sur un site qui était comme un peu écrit à la main par quelqu'un. Puis c'est comme OK, les punitions, je vais les apprendre. Je pratiquais les signes chez nous, apprendre les signes. Comme OK, les catégories, d'aller lire des opinions sur des catégories, puis voir comme des exemples que les gens écrivaient. Tu sais, comme j'allais comme dans le temps, il y avait le forum, là, ou quelque chose, ben, tu sais, j'allais lire là-dessus, puis je suis comme, OK, puis j'essayais comme, j'étais vraiment comme, ça me fascinait, puis ça m'intéressait, puis je voulais comme, développer ma pensée critique là-dessus, fait que j'en consommais juste constamment. C'était vraiment ça, c'était juste, l'impro est arrivé dans une période de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Il y avait beaucoup d'instabilité, j'étais très malade quand j'ai commencé à faire de l'impro. J'étais hospitalisée constamment. Fait que je pouvais pas, puis j'avais comme un problème au niveau de mon sang, là. Dans le fond, j'avais une déficience en plaquettes sanguines. Fait que c'est arrivé un peu complètement out of nowhere, là. C'était viral, c'était une surprise, j'avais jamais eu de problème comme ça avant. Même au début, on pensait comme, OK, c'est-tu de la leucémie? Comme, ça vient d'où? Wow. Pourquoi ça arrive? C'est où dans ton corps qu'on détruit les plaquettes? Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on n'avait pas beaucoup de réponses parce que c'était tellement comme... inhabituel. Ouais, c'était très inhabituel, c'était très atypique, j'avais jamais eu ça avant.
Fait qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais plus faire. Je pouvais plus faire de sport, d'activités sportives, c'était trop dangereux. Fait que j'avais fait de la danse pendant longtemps, j'en faisais plus. Même les cours de gym à l'école, je pouvais plus les faire, c'était trop dangereux, surtout n'importe quoi qui avait du contact. Même l'hiver, je pouvais pas sortir dehors s'il y avait de la glace, parce que si je me blessais, c'était extrêmement dangereux. Dans le fond, j'avais comme les mêmes symptômes que l'hémophilie, dans le sens que si je me coupais, ça arrêtait pas de saigner. Tu me faisais une pichenote sur une main, j'avais un bleu qui était gros comme un $2, là. Comme c'était vraiment... Fait que l'impro, ça a été comme une bouée de sauvetage, parce que c'était une des seules activités qui était comme suffisamment sécuritaire pour que je pouvais la faire, là. C'est sûr qu'il y avait un avertissement à l'entraîneur de, OK, comme cette jeune-là, faut pas qu'elle se fasse frapper, là. Faut pas la secouer trop. Mais, fait que c'était comme l'activité que ça m'a comme permis, puis quand je jouais de l'impro, ça me permettait de décrocher de ça, ça me permettait d'oublier ça, parce que quand tu joues, t'es tellement focus de, OK, mon énergie est à travailler avec les autres joueurs, je suis en train de focuser sur l'histoire, comme, il y avait pas de manière que je pouvais penser à ce qui se passait dans ma vie quand je jouais de l'impro. Fait que c'était vraiment un bon échappatoire pour moi. Puis c'est lourd avoir ce stress-là, puis de ces... Puis c'était beaucoup aussi le pas de réponse, on savait pas comment ça allait évoluer. Tu sais, au début, c'était viral, mais on se faisait dire, ben, si ça dure plus que 2 ans, là, ça peut devenir chronique. Fait que, tu sais, il y avait toutes les questions de, OK, comme, qu'est-ce que, tu sais, des questions que t'es comme pas supposé d'avoir à 13-14 ans, de qu'est-ce que ma vie va devenir? Vas-tu survivre à ceci? Comme, si un incident arrive, qu'est-ce qui va se passer? Comme, est-ce que mon rythme de vie va toujours être ça, dès de moi, comme fallait que j'aille me faire tester à l'hôpital, comme après l'école, presque tous les jours, tester mon sang, voir, tu sais, c'était vraiment, OK, on teste ton sang, on regarde, OK, ton taux de plaquettes, est-tu assez bon pour que tu puisses sortir? Oui, s'il est pas assez bon, OK, hospitalisation, on te donne une intraveineuse. Moi, c'était ça s'appelait de l'immunoglobuline, fait que dans le fond, c'est fait avec du plasma sanguin, fait que c'est comme, OK, on te fait des transfusions, OK, on remonte ton taux de plaquettes assez, OK, là, tu peux sortir de l'hôpital, tu sais, c'était ça qui était notre rythme de vie, là, chez nous, là. Avec l'impro, ça faisait juste vraiment du bien, puis même, je négociais avec le médecin pour pouvoir aller à l'impro pareil. Fait que c'était comme, OK, mettons, OK, ton taux de plaquette est trop bas, faut qu'on t'hospitalise. Là, je faisais, OK, ben là, on peut-tu faire mon traitement la nuit, puis me débrancher de la machine le matin. Fait que j'allais à l'école avec l'aiguille d'intraveineuse puis juste un filet là pour protéger parce que j'ai une pratique d'impro après l'école, puis là, après ma pratique d'impro je reviendrai puis on fera ma 2e ronde de traitement, puis je pouvais faire ça là comme des 2-3 nuits de suite là. Mais quand tu fais tes traitements, tu sais, tu peux pas dormir parce qu'il faut qu'ils prennent tes signes vitaux constamment. Fait que tu sais, les infirmières viennent te réveiller la nuit comme parce que si tu reçois du sang de quelqu'un d'autre, c'est dangereux, faut qu'ils le testent pour pas que t'aies une réaction allergique, fait faut qu'ils regardent ta température, ta pression, toutes ces affaires-là. Fait que je me faisais réveiller constamment la nuit, je dormais pas vraiment, j'allais à l'école le jour, je jouais de l'impro. Tu sais, comme c'était jusqu'à temps que des fois mes parents étaient comme, OK, ça fait 3 jours de suite, tu fais ceci, non, comme là, faut qu'on arrête parce que là, t'as besoin de sommeil, là, comme faut que tu te reposes, là, comme. Mais tu sais, on essayait tout le temps de s'arranger, à m'adouer pour faire comme, OK, je peux aller faire au moins ma pratique d'impro, tu sais, je vais aller à l'impro, je vais retourner à l'hôpital. Tu sais, comme, c'était juste, mais c'est que ça me faisait tellement du bien. Oui, c'est ça. Ouais. C'était créatif, ça me permet juste d'explorer ma créativité. C'était pas une activité qui était super populaire non plus dans mon école, on était peut-être comme 4-5 jeunes qui le faisaient, là. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire de l'impro à mon école, l'agente qui s'occupait de ça, Céline, était venue l'annoncer dans ma classe. Puis je me rappelle, comme elle avait annoncé, puis mes yeux étaient venus géants, là. Puis j'étais juste comme, ah oui, moi de l'impro, comme, j'adore ça, j'en mange. Puis tous les autres jeunes dans ma classe avaient ri de moi, puis c'était juste comme, ça c'est un commentaire bizarre à faire pour de l'impro, là, tu sais. Fait que c'était comme un peu atypique, mais ça me faisait juste tellement du bien. Fait que c'est un peu comme ça, je pense, c'est comme, c'est devenu ma bouée de sauvetage. Fait que je pense que c'est pour ça que j'en faisais autant, puis que ça me faisait triper, puis c'est comme, quand je fais de l'impro, quand j'écris sur l'impro, ben, je pense pas à autre chose. Fait que ça m'a comme vraiment fait du bien, puis j'ai juste tellement gagné de choses à faire de l'impro, comme, juste toutes les personnes que j'ai rencontrées, juste comment ça m'a bâti comme personne, comme, je sais qu'est-ce que l'impro m'a ajouté dans ma vie, puis c'est incroyable l'impact que ça a ajouté dans ma vie, là. Tu sais, je dois beaucoup de choses à l'impro, je ferais pas le travail que je ferais aujourd'hui si c'était pas de l'impro. J'aurais pas toutes les skills, les aptitudes que j'ai développées si c'était pas de l'impro. Comme, humblement, j'en dois beaucoup à l'impro, puis aux personnes qui m'ont aidé puis qui ont travaillé avec moi, puis qui m'ont encouragée. J'étais une jeune qui manquait quand même beaucoup de confiance en moi, fallait me pousser. Ben, tu sais, les personnes qui ont vraiment pris le temps de faire ça, ben, ça m'a comme tellement aidé à grandir là-dedans. Fait que c'est un peu, je pense, pour ça que l'impro prenait autant de place, parce que j'avais besoin que ça prenne autant de place. Fait que là, t'arrives à l'université. Oui. OK, là, je te laisse à l'université. Ça a été une transition vraiment un peu étrange,
parce que là, c'est ça, tu sais, je venais de finir, mettons, mon dernier été à la LIC. Là, j'arrive à l'université. Puis j'étais un peu indécise de comme, tu sais, parce que, tu sais, j'étais comme, c'est beaucoup de nouveautés. J'étais comme, faire de l'impro, va-tu être un petit peu trop à gérer? Comme, je devrais se prendre une pause. Puis j'étais vraiment comme indécise. Puis moi, je m'en allais, j'avais un objectif, là, c'est moi, je voulais devenir orthophoniste, puis ce n'était que ça. Et rien Déjà, d'autre, là. Ah, moi, je savais que je voulais être orthophoniste depuis l'âge de 14 ans, là. J'ai bâti comme, mes cours d'école secondaire ont été choisis dans le but de, mon programme à l'université, c'était choisi dans le but de, puis comme je n'avais qu'un objectif, fait que, tu sais, il fallait vraiment que je fasse attention, comme, à mes notes, il fallait que, tu sais, je voulais choisir aussi, comme, des activités ou des choses, ou des, je veux dire, comme du bénévolat ou des choses comme ça aussi qui allaient m'aider à pouvoir atteindre cet objectif-là, puis c'était un programme qui était extrêmement contingenté. Fait qu'il y avait beaucoup de ça que, comme, je gardais toujours ça en tête, fait que j'étais comme, OK, je fais-tu l'impro ou pas? Puis je me suis dit, OK, je vais en faire. J'avais parlé avec, tu sais, c'était Marc Bernier, était capitaine, je pense, de mon équipe ma première année. Tu sais, c'était Sam Rioux, c'était beaucoup du monde avec qui j'avais joué dans les verts. Fait que j'étais comme, OK, je sais que ça va être une expérience de justement, que je vais avoir du plaisir avec cette équipe-là. Ça va être un bon échappatoire de juste, OK, décrocher, passer à autre chose, délaisser les études un petit peu. Comme je pense que ça va être simple pour moi, puis je le fais. Puis j'ai joué avec cette équipe-là, puis j'ai eu quand même du plaisir, mais j'ai réalisé rapidement que comme, je pense pas qu'on était, tu sais, moi j'avais joué pendant plusieurs années avec la Ligue, puis tu sais, on se faisait tout le temps dire comme, faut que tu donnes un bon spectacle, faut que tu donnes ton 100%, puis quand t'arrives à l'université, tu rencontres tellement des personnes différentes, puis ils sont pas toutes là pour les mêmes raisons que toi, puis c'est bien correct, tu sais, il y en a que c'est leur hobby, puis c'est juste leur hobby, puis ils vont juste comme faire ce qu'ils veulent faire, puis fait que moi j'ai trouvé ça difficile, j'ai trouvé ça confrontant, de comme, mais là on vient ici pour faire un bon spectacle, puis là ben des fois je voyais des impros, puis je suis comme, mais là comme, il aurait pas pu comme plus essayer de construire, ou c'est comme des fois c'est des jokes de comme, ouais cette joke de pipi caca pète là, puis là c'était juste comme, puis moi parce que je suis plus au secondaire, puis il y a plus personne qui m'empêche. Oui, c'est assez ça. Mais ça m'a vraiment comme, j'ai trouvé ça, ou tu sais des gens que je voyais qui arrivaient, puis j'étais comme, c'est vrai qu'il y a pas le goût d'être là, puis moi ça comme c'est comme ben là comme, il y a du monde qui a auditionné, puis il y a du monde qui s'est fait couper, puis t'as l'air de pas avoir le goût d'être là, comme moi ça me gruge en fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile, puis j'ai trouvé ça vraiment confrontant. Maintenant je le regarde avec du recul, puis je suis comme, ben on est tous différents, puis c'est correct, puis je suis sûre qu'il y a un moment dans ma vie que j'ai joué, puis moi aussi mon focus c'était peut-être moins sur on va faire un bon show, puis c'était peut-être plus sur juste avoir du fun, puis prendre ça relax, tu sais. Mais comme à ce moment-là j'ai trouvé ça vraiment difficile. Fait que j'ai joué comme cette première année-là, puis j'étais comme oh je retourne-tu, je retourne pas. Puis là ouais, fait que tu sais j'ai joué ma première année à la Licume. Puis j'ai pris une pause, puis j'ai essayé d'autres affaires aussi. Puis j'avais vraiment le goût d'essayer d'autres affaires. J'ai fait j'ai fait de la radio, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Ouais, okay. J'avais déjà travaillé en radio à Batters, j'avais le goût de tenter ça. Je m'impliquais plus comme avec les enfants. Ben j'ai fait un petit peu de coaching dans les écoles, mais je me suis impliquée plus comme auprès de la petite enfance. Je faisais comme j'organisais des heures du compte dans les bibliothèques. Je faisais du bénévolat pour un orthophoniste aussi, comme de préparation de matériel. Ça fait que j'ai comme mis mes énergies un peu ailleurs. Puis là ma dernière année, là j'étais comme j'ai comme le goût de rejouer, comme c'est comme revenu là cette flamme un peu de comme je me suis ennuyée, c'était comme une bonne pause à prendre parce que j'ai fini ma première année, j'étais comme je commençais à moins avoir le goût là, ou la passion ou la flamme que j'avais quand j'étais jeune qui était vraiment vraiment forte. Puis là ma dernière année, j'étais je pense que c'est revenu. Puis là j'ai joué, je pense que c'était dans l'équipe d'Amélie Montour, mais j'étais avec comme Marc-André Robichaud, puis Olivier Robichaud, puis c'était des gens qui avaient une belle énergie, puis eux avaient cette énergie-là de on veut être là pour faire un bon spectacle, puis on donne tout ce qu'on a, puis tu sais on construit, puis on essaie de faire quelque chose qui est tu sais au-delà de la blague, puis on essaie des concepts, puis ça m'a rallumé, puis j'étais comme OK, comme ça là je reviens comme dans un élément que j'aime, puis dans un confort que j'aime, puis ça comme fini comme sur une belle note avec cette équipe-là. Fait que j'ai fait première année, quatrième année, c'est comme un drôle de cheminement, mais ouais, des bons apprentissages aussi en même temps. Mais entre-temps, t'as quand même créé une autre initiative. Oui. Entre-temps, à quel moment dans tout ça? Je pense autour de ma deuxième année. OK. Oui, puis justement, tu vois, ça a comme un peu répondu aux besoins de je veux jouer avec du monde que ça leur tente d'être là. Puis juste d'explorer puis d'essayer des affaires, puis c'est ça le club. Parce que c'était pas devant public. Non, aucunement. Puis aussi ça répondait un peu aux besoins du monde qui comme il s'ennuyait genre de faire des pratiques puis d'essayer des affaires, puis ça me manquait beaucoup aussi. Fait que le club c'était vraiment juste tu viens si ça tente, tu viens le nombre de fois que tu veux. T'arrives là, des fois on faisait juste comme justement on faisait comme c'est un peu des laboratoires, on essaie des affaires de comme OK, on essaie des personnages, on essaie des impros plus longues, on essaie, tu sais, c'était vraiment comme on explorait puis on faisait comme qu'est-ce que ça nous tente de faire aujourd'hui, on fait ça. C'était vraiment comme laisser aller, puis c'était comme le fun. Fait que ça aussi ça a comme aidé à raviver un peu ma flamme là, tu sais. Entre-temps, ben justement c'est devenu plus un loisir. Il y avait comme pas de pression, c'est juste comme je joue pour explorer, je joue pour essayer des affaires.
affaires. C'était le fun, c'était très relax. Ça enlevait le côté compétition, comme c'est match, ça. pointage. Tu savais, ben si la personne est venue, c'est parce que ça lui tentait vraiment d'être là. Tu sais, c'est pas parce que là je suis dans une équipe, là, mais t'avais du monde qui jouait dans l'écume, puis t'avais du monde qui jouait pas dans l'écume. Ouais, il y avait toutes sortes de monde qui venait vraiment, même du monde comme du département d'art drame qui avait comme jamais essayé dans les équipes d'impro parce que je pense que dans ce temps-là c'était comme ils se faisaient dire qu'il fallait pas qu'il y ait dans la l'écume. Ben il y en a des fois qui venaient genre au club, tu sais. Ils ont jamais dit club, ils ont juste dit l'écume. C'est ça. Loophole. Fait que ouais, il y en a des fois qui venaient puis comme c'est fun parce que là ben ils nous parlaient de qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur cours d'impro, puis là ben des fois on essayait ça nous aussi. Fait que non, c'était comme intéressant. Fait que j'ai comme joué avec des personnes à ce club-là que j'aurais jamais eu la chance de jouer avec dans d'autres contextes genre. Fait que ouais, ça c'était comme le fun, on a fait ça pour comme 1 an. Après ça l'année d'après, j'étais comme moi je peux pas, j'ai comme trop sur j'avais trop de pain sur ma planche, j'étais comme y a-tu quelqu'un d'autre qui veut le prendre, puis là ben je pense qu'il y avait moins de monde qui était intéressé. Fait que je fais on prendra une pause, puis ça reviendra, puis tu finis par jouer à la Lieu. Oui. À Ottawa aussi. Ben justement, on a une question de Mathieu Chalifoux qui demande c'est quoi l'expérience comme comparer Moncton à Ottawa? Comment est-ce que c'était différent, semblable? Parce que lui aussi étudiait à Ottawa, oui, mais il a pas joué. Il a pas joué à la Lieu. Ok. Hein? Il a pas été contemporain, me semble, c'est comme... C'est vrai que ça aurait été comme une période semblable. Oui, mais je pense qu'on a été là, je l'ai déjà croisé comme sur le campus, mais j'étais pas, mais il était pas là. Vous étiez pas en psycho ensemble, quand vous étiez ici? Non, il était un peu plus vieux que moi. Ok. Ouais, fait que quand moi j'ai commencé ma maîtrise, lui il était, je sais pas si même... Il avait peut-être même fini, ouais. Ouais, il avait peut-être fini ou il était en voie de finir pis tout ça. Il y a beaucoup de similarités dans le sens que c'est une zone francophone hors Québec. Fait que tu sais, t'avais beaucoup des similarités de genre les défis que nous on a vécu en comparaison au Québec qui vivaient là. Mais le spectacle était un peu différent, je trouve. Et c'était des joueurs qui avaient beaucoup joué puis se donner des défis. C'était beaucoup ça, comme le style du spectacle, c'est on va regarder ce joueur-là, comment qu'il va répondre à ce défi ici. Fait qu'ils avaient beaucoup comme des catégories là. Oh mon dieu, je sais me rappeler comme saut de mouton ou le carré hollandais. Puis t'es juste comme moi j'étais comme j'en ai fait ça moi là ici là. Ils aimaient ça se donner des défis, puis c'était beaucoup à ça que la foule réagissait, c'était comme oh mon dieu, comment qu'il va réussir ça, c'était un peu comme ce style-là. En même temps, il y avait quand même, tu sais, la construction d'histoire, tout ça, quand même beaucoup, c'était un public qui répondait quand même beaucoup assez drôle, là, comme le punch puis tout ça. Mais non, c'était intéressant, ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, parce que je veux pas comme quand on jouait au Nouveau-Brunswick à ce moment-là, c'était beaucoup comme les mêmes catégories, les mêmes cadres. Puis là, je suis comme faut que je sorte complètement de ça, faut que j'apprenne. Puis même, je pensais même pas qu'il allait me prendre dans la Lieu parce que moi, je suis juste, tu sais, j'étais à Ottawa, je fais ma maîtrise, ma 2e année, j'étais plus habituée. J'étais comme, ça me prendrait comme un passe-temps, ça me ferait du bien. Ben, je vais aller juste faire les auditions, puis ça va probablement me donner juste le petit boost d'impro que j'avais besoin. Comme je pense que les auditions se faisaient sur 2 ou 3 journées. Fait que je suis comme, c'est parfait, je vais faire ça, puis ce sera ça. Puis ils m'ont pris, puis j'étais vraiment surprise parce que je me disais comme, ils me connaissent pas, je viens pas de là, j'ai pas joué dans leur réseau, comme ça aurait été comme vraiment normal qu'ils me prennent pas. J'ai tombé dans une très bonne équipe pour justement mon besoin de là j'étais un peu une période de là j'ai besoin, oui je voulais faire un bon show mais j'ai vraiment besoin de jouer juste pour avoir le fun, puis je voulais pas la pression, puis je m'en allais pas là pour gagner, tu sais c'est un peu le même style que la Licorne là, dans le sens que c'était 2 spectacles de suite, t'avais les jaunes, les rouges, les bleus, les verts, fait que ça cette structure là était la même, mais j'ai tombé dans une équipe qui était vraiment idéale, puis même ça faisait un bout de temps que j'avais pas eu une équipe qu'on avait eu autant de chimie, comme on allait souper avant nos matchs ensemble, on se rejoignait tout le temps au même pub, on soupait, on allait jouer. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça de comme oh wow, comme on développe vraiment des liens ensemble, puis après ça on s'en va jouer ensemble. Aussi eux ils ont des coachs. Fait que les coachs c'est pas des gens comme c'est soit des gens qui ont gradué de l'université ou qui jouent comme dans eux ils ont une autre ligue qui s'appelait l'Acronyme là, qui était comme une ligue adulte. Fait que des fois c'était des gens de là qui étaient invités, fait que notre coach était super relax puis vraiment le fun. Mais c'était pas le cas pour toutes les autres équipes et ça c'était vraiment bizarre. Oh ouais. Il y a des équipes que les entraîneurs ou juste le style de l'équipe, je sais pas si c'est la sélection des joueurs, c'était très compétitif. Très compétitif. Puis même une fois, je vais tout le temps m'en rappeler, comme j'ai vu cette joueuse ici, je sais pas, c'était comme avant sa partie ou après sa partie, peu importe, elle était dans une équipe, là, je me rappelle, c'était l'équipe des jaunes dans ce temps-là. Puis elle était en pleurs dans la salle de bain, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu voyais qu'elle voulait pas trop se livrer parce que, mais tu sais, de ce que j'ai compris, c'est leur coach était tellement compétitif que si tu jouais mal à ta game, tu benchais la prochaine. Oh wow. Ouais. Ouh, c'est strict ça. Ça c'était strict, puis j'étais juste comme, mais je pense que les autres
coachs des autres équipes ont comme réalisé ça puis ont fait comme oh ça c'est pas bien, puis je pense qu'ils ont essayé d'y parler, mais moi j'avais jamais été comme tu sais, oui au secondaire ça peut être un petit peu compétitif, mais moi en tout cas c'était pas mes coachs qui nous imposaient d'être compétitifs, des fois c'est nous autres qui nous l'imposent à nous-mêmes, c'était juste comme comme on a le goût de continuer, on veut jouer plus loin, on veut se rendre jusqu'à la finale parce qu'on veut jouer plus de games. Mais dans ce contexte-là, j'étais juste comme, c'est une ligue d'impro intramurale. Un des joueurs de la même université, avec le même petit public régulier. On joue au café alternatif, qui est une toute petite salle, qui est bien relaxée. C'est un peu similaire comme jouer au coude. Puis j'étais juste comme, pourquoi toute cette compétition? Je suis juste qu'on peut-tu pas jouer? Puis justement, j'étais vraiment dans ma phase de, on joue-tu pas juste pour le fun? Fait que ça, c'était comme, oh wow, ok, ben j'ai juste vraiment été chanceuse, puis j'ai tombé avec une équipe que c'était pas ça du tout leur idée. Du coup, c'était vraiment comme, tu sais, justement, t'avais un substitut, mais le substitut changeait chaque semaine. Fait que mettons, moi, une semaine, j'étais comme, là, j'ai trop d'examens, je peux pas jouer, ben c'est mon tour, moi, je vais subir cette game ici, tu sais. On allait en fonction de nos horaires, c'était pas en fonction de ta performance à la partie d'avant, de voir, ok, là, t'as vraiment pas bien joué, ben la prochaine, tu joues pas, ou tu sais, c'est de la pression, là. C'est plate si tout le monde joue mal. Ouais. C'est ça, tout le monde bench la prochaine. Puis faut être fair, so, tout le monde bench. C'est là, tu fais pas l'exception. Mais tu sais, je me suis dit peut-être que ça vient, je sais pas si leur réseau jeunesse avant au secondaire était plus compétitif et que ça restait quand ça suivait à l'université. Je sais qu'ils ont des gros événements, mais... Ouais. Ou tu sais, c'est une équipe aussi, j'imagine, qui participait quand même régulièrement à la QI, fait que peut-être ça venait de là, ou je sais pas. Je sais pas, mais ça m'a vraiment surpris. J'étais comme ça, j'avais jamais été confrontée à ça, puis je trouvais ça étrange. Ça vraiment l'énergie de comme, hey, il y a des gens qui viennent recruter pour des ligues nationales, qui viennent comme ça a vraiment cette énergie-là dans un contexte très comme casual. Puis moi, j'étais vraiment pas là pour ça. Fait que justement, j'étais comme vraiment comme c'était mon moment de laisser aller puis lâcher prise. Puis c'est même que j'ai joué ma saison, là. C'était très comme embarqué, bon, on essaie ça, tu sais, c'était comme nos caucus, c'était beaucoup ça, mais ça a vraiment fait du bien. Fait que j'ai eu une belle expérience avec mes joueurs, mais tu sais, il y a du monde que j'étais juste d'un côté, j'étais comme, ok, d'accord, si j'aurais tombé dans ton équipe, j'aurais pas resté, comme ça aurait pas été mais c'était une belle expérience, puis ça aussi ça m'a refait sortir de ma zone de confort après comme des petites pauses sporadiques, fait que c'était comme le fun de revenir, puis avec complètement des nouvelles personnes qui ont des styles, des référents différents aussi. Puis même que à un moment donné, il y a quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui est venu arbitrer, je dirais pas son nom là. Ça a très Là, je veux savoir qu'est-ce que ça a très très mal passé même parce qu'il a commencé d'arbitrer avec un style, je sais pas, qui était comme, je trouve qu'il ressemble peut-être un peu avec le style où on arbitre au secondaire, c'est des thèmes peut-être pas trop comme, c'est des thèmes très très précis, puis eux ont trouvé ça comme eux, c'était pas le même qui s'est arbitré, puis il a puni beaucoup. Des punitions que même moi j'étais comme, fait que là ils étaient juste comme, c'est le même que c'est en Acadie, c'est le même fait arbitre, j'étais comme non, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a comme, tu sais, j'essaie de prendre la défense, c'était comme non, c'est pas tout le temps comme ça, mais je sais pas, ça a pas été, puis comme ils ont fait comme on veut plus jamais avoir cet arbitre là ici, comme non, comme en tout cas. Ça c'est toujours difficile quand c'est des gens qui viennent de ton coin. Oui. Puis ça reflète pas nécessairement ta propre philosophie. Non, c'est ça. Reflète pas ton approche. Mais c'est vrai qu'à cette partie-là, il est arrivé, puis c'est un arbitre qui avait été très cocky. C'est qui est arrivé, qui était très comme, moi je suis ici pour arbitrer, puis vous allez jouer comme que je veux que vous jouez. C'est un petit peu ça, fait que là ça avait comme pas passé. En tout cas, anecdote drôle. C'est encore plus drôle si on savait qui. Mais je te le dirai plus tard. Ok, c'est le même qu'elle a croisé Chalif finalement. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non. Tu reviens évidemment. Oui. Puis depuis ce temps-là, t'as joué dans. Ouais. S'il y a une ligue que tu peux jouer dedans, t'as joué dedans. Je continue encore, je suis comme, aussi longtemps que que je vais avoir la flamme, je vais jouer, puis moi ça me dérange pas si je sens comme non, là, j'ai besoin d'une pause, je prends une pause. Comme c'est très sporadique. Fait tu sais, je vais jouer des 2 ans, là, 1 an, je joue plus. Là, il y a un spectacle, je vais jouer comme c'est très, tu sais, c'est pas nécessairement toujours constant. Comme tu sais, je pense à Bob, que lui, il va jouer de manière vraiment constante à l'année longue. Moi, c'est peut-être comme, une année, là, je vais retourner à la ligue. Tu sais, comme c'est très, fait que ouais, mais à date, tu sais, j'ai encore comme une passion qui est là, qui est présente. Que ouais, je continue, là, comme là, j'ai joué, tu sais, comme l'imprévu, j'ai joué, je pense que c'était comme les 2 dernières années de l'imprévu. C'était vraiment, moi, j'ai eu vraiment du fun. Encore là, j'ai un peu la situation, il y a des gens que j'étais juste comme, mais voulez-vous être ici? Parce qu'il y a des matchs qui sont arrivés puis on était juste comme moi pis Bob, là. De notre équipe. Ou moi pis Bob pis Bass pis le reste de l'équipe, on était comme, où êtes-vous? C'est le gros problème des ligues d'été. Oui. Mais les gens sont occupés. Puis c'est comme ça. Normal aussi. Mais des fois, il y a des joueurs aussi qui se présentaient puis j'étais juste comme,
tu veux-tu être ici? Ou tu sais, que t'es comme, embarque avec moi dans l'impro, pis ils sont comme, non, pis je suis comme, ben tu veux-tu être ici? Ils ont regretté de... Peut-être que c'est peut-être juste pas leur été, ou c'est peut-être juste pas leur moment. Écoute, ça arrive, on a toutes nos périodes. Ben, aussi, t'as la capacité d'identifier que tu devrais prendre une pause, puis pas tout le monde a cette capacité-là. Il y a du monde, des fois, qui se forcent à continuer, malgré le fait qu'ils ont besoin de cette pause-là, de ce recul-là. Ouais, ils ont plafonné, ils sont dépassionnés, comme j'aime dire. Là. Oui. Mais ils sont pas capables de laisser ça aller. C'est ça. Puis on parle de laisser aller, prendre une petite pause, tu peux revenir. Oui, c'est ça, là. T'as pas besoin de complètement de divorcer. C'est pas une retraite, là. Tu sais, c'est juste comme cette année, je vais prendre ça. C'est comme un peu comme quand les étés, il y a le ZEB. Ben, des années, je joue, puis des années, je suis là comme spectatrice, puis je profite du spectacle. Puis c'est comme, j'ai autant de plaisir à faire l'autre. Parce que t'as mentionné Bob, parce que t'as joué dans la ligue avec lui. Hey, Bob, dans les dernières années, là, j'espère qu'il est pas tanné de moi parce qu'on a joué. Non, il adore jouer avec toi dans ce qu'il a à dire. Hey, parce qu'on a joué ensemble, à la ligue, on a joué ensemble les dernières années. L'imprévu, les 2 années, on était dans la même équipe. Les spectacles, chaque fois qu'on fait un spectacle, ben Bob est là. C'est juste, mais moi, j'ai assez de plaisir à jouer avec. Tu es dans ton équipe d'Alio, tout de suite? Oui! Okay. Non, puis je pense que c'est voulu, parce que quand Bob parle de toi, puis il a posé une couple de questions à ce sujet-là, tu sais, là... J'adore jouer avec lui. Comment t'as trouvé ton expérience de jouer dans la ligue en tant que jeune versus jouer comme en tant qu'adulte? Parce que là, maintenant, en plus, t'es capitaine. Oui, j'ai été capitaine 1 an, c'était un petit... un petit bucket list moment. Je l'avais juste jamais fait. Puis je vais juste l'essayer une fois. J'ai vraiment aimé ça. Parce que la ligue est encore pareil, right? Il y a des jeunes des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes. Exactement. Avec des adultes. Comment est-ce que c'est d'être les deux? L'année, c'est ça que moi, j'ai été capitaine. C'est ça, on était Bob, David, Saint-Pierre et on avait Anthony, Geneviève qui étaient comme des plus jeunes, mais je tombais avec des jeunes extraordinaires. Pour vrai, j'ai tombé avec des perles, là, de jeunes qui voulaient vraiment nous suivre dans nos idées des fois un peu folles. Des jeunes qui étaient très créatifs, des jeunes qui étaient très cultivés, qui avaient le goût de construire aussi. Moi, j'aime des jeunes qui aiment construire. Tu sais, comme, je comprends qu'il y a des jeunes que leur style, c'est être chaotique puis punchy, mais moi, c'est comme si tu veux essayer de bâtir quelque chose avec moi, là, ça m'allume. Fait que de jouer comme jeune, je me voyais beaucoup dans mes jeunes joueurs, particulièrement ma joueuse Geneviève. Je te dis bonjour, Geneviève. C'est une perle. Mais je me voyais beaucoup dans elle dans des fois que, tu sais, je la sentais sur le banc puis comme, je le vois que t'as une idée qui germe dans ta tête puis tu oses pas aller. Puis ça, c'était moi. J'avais des idées dans ma tête puis des fois, j'osais pas aller juste par manque de confiance. Puis je me voyais vraiment dans elle puis j'essayais comme, vas-y Geneviève, comme, je le sens que t'as quelque chose de bon, tu sais. Fait que je me suis beaucoup vue dans mes jeunes joueurs. Puis là, j'essayais de prendre je voulais prendre ce rôle-là d'être comme, justement, encourageant puis de croire, justement, dans leurs compétences, pour savoir comme, non, comme cette catégorie-là, je sais que tu vas vous donner quelque chose d'intéressant. Vas-y, même si tu l'as jamais essayé, ou tu sais, comme, en tout cas, j'espère, c'est ça qu'ils ont ressenti. Je voulais faire une atmosphère vraiment comme respectueuse, puis vraiment qu'on s'encourage, puis on s'épaule, puis c'était vraiment ça que je voulais comme style d'équipe. Fait que puis si tu jouais pas bien, t'étais benché. Oh wow, imagine-tu, je serais arrivée à la ligue, tu sais, la ligue est tellement une ligue de juste comme, tu sais, ça fait des années que ça existe, pis t'es la personne de comme, là, maintenant que je suis capitaine, là, vous êtes mieux, regardez vos derrière, les amis. C'est comme un whole village. C'est ça que t'as appris à Ottawa. C'est ça. Ça fait, ouais. Oui. Je vais m'inspirer de cette approche. Non, aucunement. Ça a aidé que, c'est ça, Bob et David, que j'avais déjà joué avec dans le passé aussi, tu sais, on avait déjà une bonne chimie, on avait déjà comme, on se complétait bien dans nos approches aussi. Fait que non, c'était comme vraiment intéressant. Je sais pas si j'aurais la chance de rejoindre la ligue, c'est toujours un peu, c'est loin, tu sais, de faire le trajet puis tout ça. Tu vois, je l'ai pas fait cet été, là. J'avais besoin, tu vois, cet été, j'étais comme, ça serait un petit peu trop. Si je jouerais à la ligue, on va prendre une petite pause, c'est comme, mais j'espère. À chaque fois, des fois, je suis comme, si l'opportunité s'ouvre, je suis juste comme, c'est difficile de dire non. J'ai comme un attachement pareil. Comme l'été dernier, j'étais comme, je pense que j'ai attendu jusqu'à la dernière minute avant de faire comme, non, là, comme là, cet été, ça serait un peu trop, mais ça me fend le cœur à chaque fois parce qu'il y a un attachement, c'est une familiarité, il y a un esprit de famille qui est comme encore là, t'as le goût de redonner parce que comme, cette ligue-là m'a tellement apporté, j'ai comme le goût de redonner à cet ensemble-là, mais peut-être Bob l'année prochaine, Va te convaincre. Et puis il est bon à convaincre, là. Comme, là, tu vois, l'année que je suis revenue comme capitaine, il était comme, oui, tu sais, c'est comme on fait la route ensemble, puis pour vrai, c'est vraiment le fun de faire la route avec lui en plus, là, comme, tu l'as fait souvent, tu sais, là. Comme, j'ai aimé l'expérience d'être capitaine, c'est un apprentissage quand même la première fois, fait que je sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est une expérience qui était profitable, j'ai trippé, c'était le fun. Vu qu'on parle de la ligue, Nathalie Gauguin aimerait entendre tes moments préférés à la ligue à travers les années. Dieu! Ça, c'est une bonne question.
C'est des questions dures, parce que comment est-ce que tu isoles des souvenirs? La mémoire. Ouais. Ben, tu vois vraiment beaucoup de beaux moments dans l'équipe des Verts avec Rémi Goupil, Marc Bernier, Sam Rioux. Tu sais, je me rappelle, c'est là que, comme, justement, il me poussait beaucoup. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai commencé, genre, je vais faire plus des chantés, puis je vais explorer. Parce que je sais que j'aimais ça, mais j'osais pas. Fait que là, avec eux, je me rappelle, on avait fait des chantés, puis c'était la première fois que j'essayais de chanter plus comme, au lieu de faire l'espèce d'intonation traditionnelle de chanter dont vous avez parlé avec Paul, là, dans votre dernier podcast, tu sais, puis que ça va pas vraiment nulle part, j'étais comme je vais essayer une impro de jazz. Puis c'est ça qu'on avait fait, c'était comme, je me rappelle, c'était une impro, puis c'était comme eux étaient comme 3 prétendants, puis ils essayaient de comme me séduire, puis moi je les renvoyais un peu, mais très jazz, comme tu sais. Puis j'étais comme OK, j'ai pu maintenir mon style jusqu'à la fin, puis j'étais comme OK, j'ai vraiment aimé ça, ben maintenant je vais comme réessayer ça, mais pas nécessairement ce style-là, mais je vais réessayer de plus incorporer des styles dans mes autres impros. Fait que, tu sais, ça, c'était comme un exemple. Mais t'avais-tu déjà un intérêt pour le chant? Parce que... Oui, j'en avais fait. T'es la reine du karaoke. Oui. Ça, une des reines. Une des reines. Une des reines du karaoke. La couronne se passe, là. Oui, ben, au dernier Zèbre, si les gens, même le public qui aurait pu rester le premier soir, il y avait comme un karaoke d'improvisateurs. Notre passion, le karaoke. C'est toi et Catherine Rioux qui menait ça. Puis qui chantait comme... Oui. Ça paraît, là, vous connaissez votre range. Ah oui. Vous savez qu'est-ce qui marche bien on pour connaît vous. nos chansons. Ouais. Mais t'avais-tu déjà cet intérêt-là? J'avais fait du chant, comme j'avais fait des cours de chant avec une prof. C'était beaucoup du chant plus classique, même style opéra. Fait que j'avais quand même aimé ça, mais moi, le style de chant que j'aime plus, c'est justement comme du jazz ou des choses qui vont aller un petit peu plus loin, moins classiques, là. Fait que oui, fait que j'en avais déjà fait. J'ai chanté dans des chorales aussi, même comme j'avais comme 13 ans puis je chantais dans des chorales d'adultes. OK. Parce que je pouvais faire du soprano puis du alto. Fait que j'avais comme un range qui pouvait permettre de chanter avec des adultes aussi. Fait que j'avais fait ça. Fait que oui, j'aimais ça, le chant. J'ai aimé chanter. Je le fais, si vous vivriez avec moi, chez nous, je chante constamment, là. Tu sais, comme, je vais faire, comme des fois, Sébastien est juste comme, Valérie, tu chantonnes. Puis je suis comme, non, comme, quand je focus sur quelque chose, je chantonne. Puis je le réalise pas. Fait que des fois, il est comme, Valérie, tu chantes la chanson thème de l'émission Salut, bonjour. Pourquoi là? Pourquoi? Comme, tu sais, n'importe quoi qui me passe dans la tête, je vais chantonner tout le temps, là. Fait que oui. Fait que j'aimais ça, mais tu sais, je l'avais fait au secondaire, mais tu sais, justement, comme, j'avais peut-être pas démontré le plein potentiel de ma voix, là. C'était comme, je le faisais comme en surface, puis là, à la ligue, j'étais comme, OK, eux m'ont poussé, ils ont fait comme, vas-y, fais-le. Fait que tu sais, ça, je l'avais fait, là, puis j'avais aimé ça, puis je le fais encore. Puis là, la Lio, c'est le fun parce qu'on le fait avec le musicien. Le musicien, puis là, j'étais comme, ça, c'est un challenge, mais ça faisait longtemps que je voulais vivre cette expérience-là de le faire avec un musicien, puis comme, c'est tellement plaisant, c'est tellement agréable parce que tu te fais imposer un style. Fait que tu dois suivre un peu ce qui t'est imposé. Ouais, lui s'occupe de la mélodie. Oui. Fait il commence, puis là, t'embarques dans sa mélodie, mais il va te suivre aussi si tu changes. Fait que, tu sais, mettons que tu commences avec quelque chose de, je sais pas, plus léger, plus doux, mais que ça prend un ton dramatique, ben il va te suivre, puis là, tu peux aller plus intense, comme, c'est vraiment, c'est fascinant. En tout cas, c'est un autre parenthèse, là, mais oui. Fait que ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimé à la Ligue. J'essaie de penser comme des moments précis. Je pense que c'est juste comme, même les pré-matchs, les post-matchs, c'est juste d'être avec ces personnes-là qui étaient passionnées d'impro, qui m'appuyaient beaucoup, comme Nathan Dimitrov, surtout, il était une personne qui, comme, vraiment me poussait, puis comme, à chaque match, c'était comme, là, tu peux aller encore plus loin, ou comme, essaye, là, prends des risques, tu sais, comme, c'était beaucoup ça à la Ligue, c'était comme d'encourager de, essaye quelque chose, puis même si ça tombe plat, c'est pas grave. Puis moi, c'était mon défi parce que j'étais une personne qui est quand même perfectionniste, là. J'étais un peu type A dans le sens que j'étais comme à l'école, je voulais toujours tout bien faire, puis tout soit beau, puis les bonnes notes. Puis j'ai vraiment de la misère à accepter qu'il faut que je me plante des fois pour apprendre. Oui. Fait que j'osais pas tout le temps prendre des risques parce que j'étais comme, mais là, je vais me planter, ou il y a des vraiment bonnes chances que je vais me planter, puis c'était juste comme d'accepter de comme, non, lâche prise, essaye-le, puis si tu te plantes, c'est pas plus grave que ça. C'est l'impro qu'on va oublier. C'est ça, c'est l'impro qu'on va oublier, mais t'sais, ou si c'est tellement mauvais que c'est mémorable, là, ça redevient fun de nouveau. Mais tu sais, c'était comme d'accepter ça plus jeune, là, c'était un défi, là. Oui. Ouais. Pour rester dans le jeu, l'année passée, nous trois, dans le fond, on était tous impliqués dans le spectacle qu'on a appelé Sans titre, sans comme... Le sang qui coule les veines. c'est ça. Un impro-théâtre. Oui. À saveur d'Halloween, un slasher. Oui. Il y avait du fake sang. Il y avait oui. Du fake sang. Magnifique. Les effets spéciaux, là. C'était-tu ta première expérience d'improvisation longue forme? Oui. Première expérience dans le style impro-théâtre, longue forme. Oui. Première fois que j'ai essayé ça. J'ai vraiment aimé ça parce que là, ça répondait à mon petit désir de construire. Que moi, c'est juste la construction. C'est juste la construction. Ouais. Fait que j'étais ça m'appelait, là, parce que moi, en impro, je me suis toujours un peu vue comme ça. Puis je sais pas, c'est parce que des fois, je suis comme, est-ce que c'est parce que quand je jouais à Batters,
c'était un peu le joueur dont ils avaient besoin, fait que j'ai été poussée vers ça, ou parce que j'avais ça en moi puis ça s'est développé. C'est comme, qu'est-ce qui est venu avant l'œuf ou la poule, tu sais. Ouais. Mais encore aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je me vois, là, tu sais, un peu de comme, je veux m'assurer que cette histoire-là elle puisse se développer puis peut-être avoir une fin, ou que ça se tient, ou que ça avance puis que ça bouge. Fait que là, c'était ça pendant, ça a duré comme au moins 1 heure, même peut-être plus, 1 heure et demie, c'était un long show quand même, Je pense là. que c'est 1h30, je pense. 1h30, 1h15, quelque chose comme ça, ouais. Fait que là, c'est de garder comme, OK, comment qu'on va garder que ça roule. Fait que ça, c'était comme un exercice d'impro que c'était vraiment plaisant. J'ai vraiment... Puis t'avais un rôle de choix parce que la façon que ça fonctionnait, on laissait, je veux dire, fallait prouver que c'était de l'impro. Fait oui. que les gens, quand ils rentraient, ils votaient. Oui. À savoir qui allait être le dernier survivant du groupe. C'est une gang qui va dans une cabane dans le C'est bois, ça. puis il y a un tueur. Fait que qui va survivre à la fin, mais aussi qui est le tueur. Ouais. Et t'as gagné le vote d'être le tueur. C'est sûr. Parce qu'on sait tous que j'ai ça en moi. Ouais, c'est ça. Comme, pouvais-tu t'expliquer ça? Pourquoi est-ce que t'aurais eu ce vote-là? C'est-tu que t'avais des amis dans la salle qui voulaient te mettre au défi? Honnêtement, peut-être. Ta photo? Je sais pas, en fait, la photo, ils ont fait comme... Mais tu sais, la photo, des fois, de la personne avec les lunettes, puis tu sais, je sais pas si c'est juste mon style, mais ils ont fait comme... Tu sais, la personne que tu t'y attendrais le moins. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quand on voit ma face, c'est comme, ben là, elle a l'air bien trop naïve pis trop sweet pour être la tueuse, fait qu'on va la mettre la tueuse, tu sais. C'est peut-être ça. Mais sur le coup, j'ai pensé, j'étais comme, hey, mais non, faut pas que ce soit moi, parce que moi, c'est ma première expérience d'impro-théâtre, puis je veux pas que ça marche pas. Toi, t'aurais voulu être une victime tôt dans le spectacle? Ben, peut-être pas tôt, mais j'étais juste comme, faut que ça se tienne jusqu'à moi à la fin, puis faut que ça fonctionne. Tu sais, fallait que tu improvises ton argumentaire, puis le t'avais fait motif. ça? Tu sais, là, je voulais que ça se tienne, puis j'étais comme, tu sais, je m'étais dit, ben, ça aurait peut-être été mieux que ça aurait été quelqu'un qui aurait eu de l'expérience avec ce style de spectacle-là, juste pour s'assurer que ça se tient, mais j'étais comme, OK, non, comme, tu vas le faire, tu vas être capable, fait que ça a comme marché, là. Moi, je pense que oui. Oui. Ça a super marché Ouais. parce que t'as eu l'occasion de faire comme un gros speech à la fin. Oui, c'est ça. Qui décrivait tes motivations, C'est tout ça. Mais moi, je trouve que c'était très bien rendu, c'était logique. OK, good, c'est Puis bon. tu sais, c'est un travail d'équipe Ben pareil, oui, là, c'est tu sais, ça. là, On est en coulisses, arrière, ouais. on a décidé, oui, ok, oui, va dire C'est ça, puis ça. là, ça se settra Valérie pour plus tard, puis... Exactement. Fait qu'on avait été comme capable de construire des liens entre les joueurs, puis oui, exactement. Puis moi, j'étais comme la joueuse qui était justement comme c'est moi qui avait... C'est quand même un peu évident que c'était moi parce que c'est moi qui avais organisé la fête. C'est vrai. C'est vrai. C'est moi qui vous invite au chalet. Mais en même temps, tout le long, j'avais pris un peu, justement, tu sais, quand il y avait des tensions entre les joueurs, c'était moi qui étais un peu comme OK, on est ici pour s'amuser, puis on est entre amis, puis pas besoin de chicane. Fait que, tu sais, Mais ton ça fait... personnage est un petit peu quétaine. C'est ça, oui. Kind of, Ouais. Ben, t'étais comme une sorte d'avocate, t'étais la Oui. plus straight. Oui, très comme, ben là, on va pas chicaner, Ouais. puis s'il y a des problèmes, non, tu sais, comme... Si les autres personnes étaient plus ridicules. Ah oui, eux, ils étaient fly. Toi, t'avais le personnage que Le- c'est intéressant parce que je sais pas s'il y a du monde qui ont vécu ça. Mais c'est aussi, le personnage normal. Oui. Bon, ben ça, c'est moi. Hein. Si moi, j'étais dans la cabane, ça serait moi. Oui. Puis je serais entouré de monde bizarre, drôle ou... Pas très smart de mon Ben, cas. toi, Tu te troules les yeux un peu dans ta tête de comme, ben voyons, C'est ça, quelle la grosse décision niaiseuse. niaiseuse. C'était La moi, grosse ça. niaiseuse Oui, à c'est Isabelle, toi. la granole à Amélie, t'avais Bob était évidemment un personnage comique, Louis aussi, Oui. Marty qui était comme le Le loser. Ah oui. Le loser, comme tout ce monde-là était un peu extrême, Ouais. caricature, puis là, t'as une personne normale. Puis là, tu te dis dans le public, ben ça c'est moi. Si j'étais dans ce cabane-là, je C'est serais ça. entouré de ce monde-là, puis j'ai trouvé pénible. Ouais. Puis là, Mais le t'es le tueur. réalise que c'est le tueur. Mais, non, hey, vraiment une belle expérience à refaire. Je sais pas si on refera un slasher un jour, mais non, j'ai vraiment trippé. C'était vraiment le fun. Mais encore là, tu vois, à chaque fois que je continue à apprendre, c'est ça que j'aime. C'est comme encore aujourd'hui, comme là, tu vois, je joue dans une nouvelle ligue, il y a des nouvelles catégories, Ouais. aussi, j'apprends encore. Puis ça, c'est ce que j'aime. J'aime vraiment apprendre, j'ai une curiosité d'apprendre. Puis tant que l'impro va assouvir ce besoin-là, je pense que je vais avoir du plaisir à continuer à en faire. Puis en même temps, qui est la personne qui est comme moi, j'ai tout appris, fait que, tu sais, je pense pas que, je sais pas à quel point je vais atteindre ça, là. Je pense pas que personne atteint ça, en fait, là. Mais il y a encore, tu vois, c'est ça, j'ai encore des opportunités de jouer qui me permettent d'apprendre. C'est ça que j'aime. Fait que je pense pour ça que j'ai encore une flamme, j'ai encore une passion, elle est encore allumée. Ben, on a une question d'Isabelle Godin qui demande, Allô? justement, t'as eu ces expériences-là comme Oui. très différentes. Est-ce que tu préfères l'expérience d'être dans une ligue ou de faire des spectacles comme un spectacle une fois, puis Avec longue ses propres forme, défis, alternative? whatever, là, ouais. Hey, bonne question. Bonne question parce que dans la ligue, ce que j'aime beaucoup dans la ligue, c'est justement de créer ton équipe, ton unité, on travaille ensemble, ça, puis c'est fait comme sur le long terme. Fait que ça, j'aime beaucoup ça de
fait la ligue, mais en même temps, t'as l'aspect quand tu fais un spectacle spécial de comme, hey, on a créé quelque chose ensemble, pis c'est éphémère, c'est cette fois-là. C'est unique en son genre. Mais je pense que j'ai pas encore assez fait de spectacles de ce type-là. J'aimerais en faire plus, puis là, ça sera plus facile de répondre à la question parce que c'est sûr que on s'entend ce qui est le plus fréquent, c'est les ligues, là. Fait que c'est un peu ça l'expérience de tous. J'ai joué dans les ligues, mais j'aimerais vraiment en refaire d'autres, certainement. Là, j'attends que Bob fasse son fameux spectacle karaoke, là. Comme moi, c'est... J'entends parler, ça fait comme quoi, 2 ans que j'entends parler que c'est en train de se faire, là. J'attends qu'on m'écrit un message, là. Je sais pas qu'est-ce que ça, Bob, là, c'est comme... Chaque nouveau épisode de catégorie libre que tu le bring up, c'est encore plus un point. Plus de pression à le faire. Mais oui, un jour. Mais oui, si j'aurais l'opportunité d'en faire d'autres, j'en ferais d'autres. Ça, c'est certain. Comme, c'est quelque chose à explorer. Puis j'ai l'impression qu'avec le temps, on finira par en avoir plus de manière régulière. Je pense qu'il y a des gens qui ont un désir d'essayer des choses nouvelles en impro qui sort du cadre typique de c'est un match, là. Fait que, non, absolument. Mais j'aime, les deux ont chacun des points que j'aime, mais que c'est différent, genre. Fait que je sais pas si ça répond bien à la question. C'est très vague. Ça répond très bien à la question. On va d'ailleurs prendre une légère pause. Oui. OK. Pause. D'accord. Et au retour, on parle de la voix avec Valérie Mallard. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et notre invitée Valérie Mallard. Salut! Val-Mal pour les intimes. Oui, les très très intimes. Fait que Valérie, on parle de voix. Oui! T'es orthophoniste. Je suis orthophoniste de formation. Oui. On est improvisateur toute la gang. Ça veut dire qu'on utilise notre voix. Constamment. Pas mal. Pas mal beaucoup. Pas mal. C'est un des outils principaux. C'est ça. Surtout pour les verbomoteurs que je pense que ouais, qu'on est on pas mal. pourrait s'inscrire. On va commencer par une première question. Une question assez large. Elle nous vient de David Doucette, dit Super Dave pour les intimes. Allô, David! Qui demande quel lien on peut faire entre l'improvisation et ton merveilleux travail, l'orthophonie. Pourquoi l'orthophonie, comprendre les concepts d'orthophonie serait important pour nous autres? Ben, premièrement, l'orthophonie, pour ceux qui ne savent peut-être pas c'est quoi, parce que je me fais encore des fois dire, tu travailles avec les pieds, puis je suis comme, non. L'orthopédie. Oui, c'est ça, pas tout à fait la même chose. Fait que l'orthophonie, dans le fond, on travaille tout ce qui est en lien avec la communication. Fait qu'on travaille avec tous les organes qui sont de la tête jusqu'à la base des poumons, de l'abdomen. On s'occupe de ces organes. On respire par le ventre jusqu'à un certain point. Exactement. Okay. Fait qu'on travaille vraiment avec ça. Puis une branche de l'orthophonie, c'est sûr que moi je travaille pas juste la voix, là, je travaille du langage expressif, langage réceptif, la fluidité, comme le bégaiement, tout ça, je travaille aussi. Mais la voix, c'est une branche. Fait que quand on travaille dans le domaine, dans le fond, on apprend tout au niveau comme les organes, le fonctionnement, puis tout ça, mais aussi toutes les atteintes qu'il peut y avoir au niveau, surtout principalement des cordes vocales, que scientifiquement on devrait appeler les plis vocaux, parce que ce sont pas vraiment des cordes, ce sont des plis, en fait. On apprend tout ce qui peut arriver en termes de laryngite, nodules, polypes, des cancers, tout ça, autres, surtout chez des personnes qui ont des très, très mauvaises habitudes de vie, là, on pense à la cigarette, l'alcool, des choses comme ça. Fait qu'on apprend ça, puis on apprend toute la partie de, OK, qu'est-ce qu'on fait quand un incident comme ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait après ça pour en assurer la guérison? Ou on peut aller dans un rôle plus préventif, puis moi, c'est vraiment là qu'est mon intérêt dans ma profession. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention pour éviter de se rendre à ces situations-là? Puis je me spécialise un peu, ou je me suis plus formée dans justement comment soutenir les personnes qui utilisent leur voix dans leur travail ou leur passion personnelle. Donc, je pense aux enseignants, je pense à des journalistes qui font de la radio, des animateurs, des improvisateurs, des gens dans le domaine du théâtre, des chanteurs, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment là qu'est mon champ d'intérêt dans mon travail. J'ai commencé à bâtir tranquillement des formations là-dessus. J'en ai donné à la UGFNB pour les jeunes comme à accro de la chanson, tout ça. Fait que je commence à baigner là-dedans, mais dans mon temps libre, quand je peux, j'essaye de vraiment me former puis continuer à poursuivre là-dedans parce que c'est vraiment mon champ d'intérêt primaire. Quand je travaille pas avec les enfants, la voix, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est ça l'orthophonie, c'est ça la base. Le lien avec l'impro, dans le fond, c'est que moi, ce que j'ai réalisé, c'est à quel point on utilise énormément notre voix, mais à quel point on ne la prépare aucunement à son utilisation. C'est vraiment ça que ça m'a fait réaliser comme, oh mon Dieu, comme, j'adore comparer des gens qui utilisent la voix à des athlètes. Des athlètes, quand ils vont performer, préparent leur corps abondamment. C'est même quand tu commences à faire du gym, quand t'es tout petit à l'école, t'es instruit de, on prend une période de réchauffement, puis on prend une période d'exercice avant d'aller faire tes exercices. Mais en impro,
Puis même dans d'autres domaines artistiques, c'est pas tant dans la culture de préparer sa voix. Les sportifs sont habitués de préparer leur corps, même si je pense à des athlètes qui font ça professionnellement, ils vont préparer leur corps avant leur performance et ils vont ramener leur corps à un niveau de neutralité même après leur performance. Okay. Ils vont faire des choses pour ramener, tu sais, quand tu as utilisé tous tes muscles comme ça, comment tu les ramènes à un état de stabilité un peu, là? Ouais, parce que si moi je pense à comme quand je fais de l'exercice physique, le lendemain, je vais avoir mal partout. C'est ça. Je me suis pas ramené. Exactement. Je me suis pas préparé non plus avant. C'est ça. Fait que c'est pour ça que les athlètes, après, là, souvent, il y en a qui vont aller comme pour des massages, ou ils vont aller pour des bains spéciaux, pis ça, pis ils ont plein de choses. Ils ont un régime, ils ont des choses à faire, pis tout ça, ils ont une recette, puis au niveau de la voix, il y a ça également aussi, mais c'est vraiment pas dans la culture artistique, on va dire. Tu veux dire que pas faire aucun exercice vocal ou préparer ma voix, whatever, avant un match d'impro, déjà c'est pas bon. Ouais. Là, je force ma voix pendant, je la change, je fais des voix, je la projette beaucoup. Peut-être que je vais crier dans un impro, on sait pas. Moi, je suis pas un crieux, mais il y en a que oui. Puis, je suis pas en train de te pointer, Elisabeth. Oui, c'est pas moi. Quintessential personne qui crie dans une impro. Non, je gesticule juste. Puis là, après ça, on prend une drink. Oui! C'est ça notre après. C'est ça! Ça, c'est pas bon. Et on s'en va continuer à parler. Oui, on jase. Souvent dans des lieux bruyants, très fort, puis on se couche après. OK. Ça, c'est pas bon. OK. Après tous les matchs d'impro, on est juste assis là en silence avec des verres d'eau. Mais c'est ça, tu sais, il y a... Ben, je sais pas c'est quoi le régime. C'est quoi ce qu'il faut faire, ouais, on en parle. Ben, c'est ça, on va en parler. Puis moi, je suis pas non plus à être la mémère qui est comme, OK, ben là, c'est fini, boire de l'alcool. C'est pas ça, je dis, il y a des contextes, tu sais, il y a des contextes à voir en fonction de qu'est-ce que tu vas demander à ta voix, qu'est-ce que tu dois faire comme préparation. Fait que si c'est juste, ben, je joue ma petite partie une fois par semaine, j'utilise une fois 1h30, puis après ça, c'est fini. OK, c'est moins pire, mais quand tu fais une fin de semaine d'impro au complet, où tu t'en vas faire une tournée, puis tu veux vraiment t'assurer de faire un maintien, t'es dans la saison, t'es en hiver, c'est la saison des grippes, tout ça, là, ben, c'est peut-être là à réfléchir, OK, ben là, il y a peut-être des petites habitudes que je devrais modifier juste pour m'assurer que je la maintiens en santé, puis que ma voix garde la même stabilité, puis la même puissance, puis force tout au long de mon événement ou tout au long de ma performance, dans le fond. Fait que c'est un peu ça à garder en tête, mais oui, on peut aller un peu plus en détail sur le régime, si vous voulez, là. Ben, il y a des gens qui ont posé des questions J'imagine. par rapport à ça, parce que Catherine Rio, qui est d'accord avec toi, qu'il faut réchauffer notre voix. Ma patiente régulière, Catherine Rio, là. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben des fois, là, comme, là, j'ai mal à la gorge. Je pense qu'elle est arrivée à un événement avec vous, puis là, elle avait comme plus de voix, genre 2 jours avant. Puis comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis comme, OK, voici, essaye ça, puis ça a fonctionné, sa voix est comme revenue juste à temps pour l'événement. Fait que, tu sais, c'était comme, j'ai juste donné des petits conseils rapidos, mais c'est des conseils qui peuvent être applicables n'importe quand. Ben, elle aussi, utilise le mot massacrer ici. Elle dit... Comment est-ce qu'elle l'a écrit? Est-ce que tu as des exercices pour nous aider à pas se massacrer la voix? Fait que je pense principalement de c'est avant d'aller performer, fais-toi plusieurs choses. Fais un échauffement vocal. Pas besoin d'être un échauffement vocal intensif. Puis ce que je pense, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un échauffement vocal, c'est vraiment que tu vas faire des exercices pour faire vibrer ta voix et tes cordes vocales avec douceur, pour comme un peu réveiller puis activer tes muscles pour les préparer à ce que ce soit pas un coup drastique de je passe au tout, c'est-à-dire j'étais dans mon auto, je me rends à mon événement, j'étais silencieux, j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, puis tout d'un coup, bang, je mets ma voix à pleine puissance. C'est trop un choc. C'est comme justement si... quand tu parles pas dans la journée, puis tout d'un coup tu parles... C'est un peu le même effet de j'ai rien fait de ma fin de semaine, puis j'ai resté sur mon sofa, puis là je m'en vais courir un marathon. C'est que ton corps est pas prêt à ça, t'as plus de chances d'être blessé puis tout ça. Fait que c'est un peu ça l'idée de réchauffement. Fait que moi ce que je recommande, c'est faire des exercices juste tranquillement puis très graduels aussi. Tu commences avec un minimum, ta petite vibration douce avec ta gorge. Tranquillement, tu peux le travailler puis l'amener vers la voix parlée. Si tu sais que t'es un joueur, que moi c'est tout le temps moi qui embarque sur les chantés dans mon équipe, ben je vais préparer ma voix une petite coche de plus parce que je sais que je vais l'utiliser avec une plus grande intensité, plus grande flexibilité. Ou si t'es une personne, tu sais, ben moi je parle tout le temps super fort en impro puis je finis toujours par crier dans mon match. OK, ben toi aussi, amène une étape de plus de préparation. Fait que c'est un peu ça l'idée. Tu prépares toujours ta voix en fonction de qu'est-ce que tu vas probablement faire. C'est un peu comme, par exemple, si je pense comme des gens qui sont en théâtre, ben eux, c'est facile parce qu'ils savent à quoi préparer leur voix. Ils connaissent leur texte, ils connaissent ce qu'ils vont faire, ils connaissent leur personnage. Fait qu'ils peuvent faire une préparation appropriée à qu'est-ce qui va être les besoins. T'as raison, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On sait pas. Tu sais, il y a des petites caractéristiques que tu peux savoir, là, comme justement, comme je dis, les chanter. Comme moi, je sais que je fais presque une chantée chaque fois que j'en joue une impro. Fait que je vais préparer ma voix aussi.
puis probablement faire plus des petites vibrations où je vais travailler comme de changer d'un octave à l'autre et ainsi de suite pour préparer ma voix. Fait qu'un échauffement, il y a pas nécessairement de mots, hein? C'est juste... pas nécessairement de mots, fait que j'en ai quelques-uns que je peux vous présenter. Un de base, super simple, puis moi je le fais même dans mon auto, comme avant d'aller travailler, quand je sais que je vais parler beaucoup ou avant l'impro. C'est juste de faire une vibration neutre. Fait que prendre un son qui vibre, ça peut être un M, ça peut être un V, un Z, n'importe quoi. Moi j'aime beaucoup prendre le M, puis de le maintenir vraiment sur la même note, mais sur une expiration confortable. C'est-à-dire, tu veux pas le faire durer le plus longtemps jusqu'à temps que t'as plus de souffle parce que c'est pas bon pour tes cordes vocales. Tu veux pas aller au bout de ton expiration pis ton souffle, tu veux vraiment juste le maintenir. Fait que moi, je fais ça à répétition, là, je vais faire juste comme mon Puis ça, c'est la vibration la plus douce de base que tu peux faire avec tes cordes vocales. Fait que ça, c'est une bonne préparation de, OK, ils vibrent avec douceur, tes cordes vocales sont pas en train de se frapper à haute intensité, fait que c'est un bon warm-up pour après ça, ta voix va être déjà plus prête à être une voix parlée, là. Fait que ça, c'est un exemple. J'ai un exemple que c'est une orthophoniste du Québec qui m'a présenté ça, c'est l'exercice de la paille. Puis ça, elle m'a vraiment décrit ça comme un médicament pour ta gorge. C'est un très bon exercice, particulièrement post-événement, pour ramener ta voix à une stabilité. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends une paille, tu la trempes dans un contenant d'eau, là, peut-être 2 cm à l'intérieur, puis tu vas souffler en faisant un son pour faire comme des bulles, là. Puis ça joue avec comme un effet de pression parce que comme tu souffles dans quelque chose qui est comme semi-fermé, mais pas tout à fait. Puis ça fait une vibration vraiment adoucie pour les cordes vocales, puis c'est vraiment, ça peut ramener ta voix, surtout là, comme si tu commences à sentir comme, ça me chatouille tout ça. Moi, je recommande, comme, fais ton exercice de bulle, souffle, fais-le un 5 minutes. Wow. Puis là, tu vas sentir après, c'est quasiment comme si ça fait un massage. Tu sens presque la vibration. Après, là, des fois, tu le sens pas, c'est comme si c'est encore en train de vibrer. C'est en train comme de masser ton corps, genre, puis ça fait vraiment, vraiment du bien. Fait que ça, c'est un autre style de préparation que tu peux faire aussi. Okay. Fait que de commencer vraiment doucement, puis je pense que la raison pourquoi des fois il y a des personnes qui font pas les meilleurs échauffements vocaux, c'est parce qu'ils se fient à ce qu'ils voient comme dans les films ou les émissions de télé où le monde est en train de faire des grosses affaires de mamami mamou, tu sais, puis t'es comme non, tu mets ta voix dans un état d'intensité plus grand que ce que tu vas faire sur scène, puis plus complexe. Fait que tu sais, c'est pas ça que tu veux. Tu veux tranquillement vraiment aller graduellement. Moi, souvent ce que je fais, c'est que je vais commencer mon exercice vraiment ton neutre de base, puis après ça, j'augmente mon volume un petit peu. Je fais ma petite vibration, mais je vais un petit peu plus fort. Tu sais. Après, plus fort, plus haut, est-ce que plus tu joues fort avec en termes de volume. J'aime tout le temps commencer un peu avec le volume, puis moi après ça, vu que je sais que je vais chanter, là je le fais avec ma gamme. Tu sais, je vais vraiment aller comme, mettons, je vais faire mon je peux faire puis je le descends jusqu'à temps, je sais pas si ça a bien sonné, là. Oui, mais tu sais, j'essaye de jouer, de monter dans les aigus tranquillement, je retourne dans les bas, je vais faire comme des petits changements comme ça. Des fois, je vais juste monter dans l'aigu, j'arrête. Après ça, je vais commencer à neutre, je vais juste descendre vers le bas plus grave. Fait que je vais changer comme la tonalité. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, que surtout en impro, je trouve, tu sais que t'es quelqu'un qui aime faire des personnages, qui aime jouer avec sa voix, c'est des bons exercices à faire aussi. Fait que c'est vraiment de commencer avec douceur, puis tu y vas tranquillement plus intense. Puis moi, même en faisant, comme en jouant, en changeant ma tonalité de aigu à grave. Un coup, je l'ai fait une couple de fois, là, où quand j'ai bien préparé ma voix avant, puis là, je le fais, et j'arrive à me rendre de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus aigu, puis beaucoup plus de confort. Fait que ça, c'est comme une bonne préparation à faire. Sinon, c'est sûr que les habitudes de vie, c'est un essentiel. On parlait de diète. On parlait de diète. La diète est quand même vraiment importante, là, surtout, puis ça, on s'entend, on le dit à tout le monde, c'est de consommer de l'eau, mais pour la voix, c'est particulièrement important. Parce que ce qui fait fonctionner notre voix, dans le fond, c'est nos plis vocaux, là, si je peux expliquer un petit peu anatomiquement à quoi ça a l'air. Les plis vocaux, tes cordes vocales, c'est une couche de muscle, c'est un ligament vocal, mais c'est une petite muqueuse par-dessus avec des petites couches de peau très fragiles. Moi, là, quand j'imagine des cordes vocales, j'imagine ça comme des petites tranches de bacon. Tu sais, sont solides, mais pas tant que ça, là. Tu sais, c'est très fragile. Puis ce qui fait vraiment fonctionner tes cordes vocales, c'est tous les muscles qui sont attachés autour, qui vont se contracter, qui vont faire soit changer comme étirer ta corde vocale quand tu vas faire un son aigu, la relâcher quand tu vas faire un son grave, puis c'est tout ce système-là qui va faire que ça va vibrer. Mais le fait qu'il y ait une muqueuse dessus veut dire que c'est pour ça qu'il faut l'hydrater, ça? Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une lubrification pour que ça vibre bien. Si tes cordes vocales sont trop asséchées, tu consommes pas assez d'eau ou tu consommes des éléments qui vont te déshydrater, ben là, tes cordes vocales, c'est... Les 2 cafés à matin, là. Ouais, c'est okay. Ça, là. Ben, c'est que ce qui arrive, c'est que tes cordes vocales vont s'irriter bien plus rapidement. Fait que ton corps, comme n'importe quel athlète, un athlète doit consommer tellement de liquide pour que nos muscles fonctionnent avec de l'eau, beaucoup, avec l'hydratation. Fait que pour que ça se rende puis que ça soit absorbé dans ton système vocal, faut que tu en consommes beaucoup.
Fait que moi, je recommande toujours d'aller même jusqu'à comme 2 litres par jour. Puis en fonction de l'exercice que tu fais, rajouter 1 litre. Fait que tu fais beaucoup d'exercices dans ton matin, ben là, rajoute-toi 1 litre d'eau parce que t'as perdu du liquide. Ou si t'as consommé 2 cafés ce matin, ben faut que tu réfléchis, ok, ben là faut que je compense, ça m'a déshydraté, fait que je vais boire plus d'eau pour compenser. Fait que tu sais, c'est un peu ça l'idée, c'est pas nécessairement de faire, moi je suis pas l'orthophoniste, c'est comme là tu bois plus de café, puis là tu bois plus d'alcool, pis c'est fini. C'est juste faut que tu réfléchis à, ok, faut que je compense pour cette perte-là, cette déshydratation là. C'est un peu ça l'idée. Mais pas n'importe quelle eau, parce que c'est ça qu'on en parlait tantôt pendant la pause. Moi j'utilise beaucoup ma voix, pas juste en impro, là on est dans un podcast, tu sais, fait que c'est la même chose. Puis me semble moi puis Isabelle on parle, ça fait comme 2 jours straight parce qu'on a donné des formations hier. Tout ça pour dire, il y a des aliments, moi, les gens qui ont joué avec moi savent, je ne mange pas de produits laitiers avant une game ou avant un podcast. Si je peux m'en empêcher, j'ai pas pu m'en empêcher aujourd'hui. Non, mais parce que ça me rend flegmatique. Oui. Mais la même chose avec de l'eau froide, c'est ça qu'on parlait. Fait faut boire de l'eau, mais aussi, faut faire attention. C'est ça, surtout comme, je dirais, dans ta consommation d'eau avant ton événement, tu veux faire vraiment attention parce que si tu prends de l'eau trop froide, ben là, l'effet que ça va faire dans ta gorge, c'est que ça va contracter tes muscles, ils vont être plus raides, plus tendus. Puis là, quand tes muscles sont comme ça, ils ont moins de flexibilité à bien travailler, puis là, dans ce cas-là, à bien faire vibrer tes cordes vocales. Puis si tu vas avec quelque chose de trop chaud, c'est pas bon non plus, parce que tu vas juste te brûler. Ben, comment chaud pas c'était trop chaud, c'est sûr, c'est trop chaud. On recommande vraiment eau tiède à, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, un peu warm, fait que tu sais, légèrement plus chaud que tiède. Plus chaud que tiède, ça c'est confortable aussi, tu sais, comme, tu sais, des gens, je sais, qui vont boire là, des cafés ultra chauds puis des thés ultra chauds, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon pour tes muqueuses, là. Fait que tu veux vraiment aller plus dans, ok, quand c'est une température qui est un peu plus, justement, dans le légèrement chaud, là, c'est correct. Okay. C'est bon. Fait que c'est sûr que tout ce qui déshydrate, moi, je pense à, justement, tout ce qui contient de la caféine. Fait que, tu sais, ça comprend les cafés, ça comprend les liqueurs brunes. Les liqueurs blanches, c'est plus du sucre, là. Ça peut pas dire que c'est meilleur, mais ça reste meilleur que, mettons, si tu choisis entre ton Sprite et ta liqueur brune avant ton match, ben, choisis une Sprite, parce que c'est déjà moins, pas de caféine là-dedans. Okay. Tout ce qui est consommation de boissons énergisantes, ça comprend de la caféine, fait que ça aussi, ça déshydrate. Puis l'alcool. Puis ça, c'est souvent, de ce que je vois dans tellement de milieux artistiques, tu sais, c'est très dans la tradition de, ben, justement, surtout comme je pense, en stand-up, on va prendre une bière avant que je vais faire ma performance, ou tu sais, comme, c'est dans la nature de juste où tu fais ton événement puis dans ce qui se passe. Ça, c'est sûr, ça peut être une bière, mettons, là, en plus, c'est pétillant. Même chose avec les liqueurs, comme, le pétillant, es-tu, non? Pas vraiment, c'est du gaz, fait que ça a pas de, tu sais, il y a des gens que le gaz va les affecter de différentes façons. Je pense que ça va peut-être plus affecter ta digestion au niveau, mais j'ai pas. Qui est pas bon non plus. Qui est pas bon non plus, là, mais j'ai pas souvenir tu rentres dans le milieu de ta réponse. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas souvenir que le gaz peut avoir un impact à ce niveau-là, non. Okay. Mais c'est ça, c'est vraiment de garder ton hydratation. Fait que, tu sais, consommer des choses qui vont t'hydrater, ben, ça peut être justement, c'est de boire beaucoup d'eau. Moi, j'aime boire du thé qui a pas de caféine dedans, fait que de la tisane. Fait que moi, des fois, c'est comme, ben, j'ai l'impression que je bois c'est comme boire un jus, mais tu bois de l'eau pis c'est plus santé. Fait que là, ben, ça me permet de m'hydrater aussi ou de penser à m'hydrater. La température et tout est typiquement plus appropriée. Exactement. Fait que je vais plus avec ça, puis je trimballe ma grosse bouteille d'eau constamment pour me rappeler de la boire. Fait que ça, c'est des bons outils pour pas prendre des mauvais plis vocaux. Ah, wow. Le beau petit gars! Bien placé! Tu peux utiliser ça dans ta pratique professionnelle. Merci beaucoup. Pas prendre des mauvais plis vocaux. Wow. Mais qu'est-ce qu'il a à dire avec mon histoire de produits laitiers? Oui. Fait que produits laitiers, ce qui se passe, c'est que, de ce que je vois, c'est que ça épaissit vraiment le comme, tes sécrétions, là. Fait que le mucus, ça crée du mucus comme la flegme un peu, là. Puis ça, c'est juste dérangeant parce que quand t'as ça, tu vas avoir le réflexe de faire pour dégager, puis ça, c'est pas bon pour tes cordes vocales. Faut pas que tu fais ça parce que ce qui arrive, c'est que tes cordes vocales se frappent très abruptement. C'est vraiment pas bon. Fait que quand ça arrive, bois beaucoup d'eau parce que ton eau va diluer un peu dans le fond. Okay. Ça. Fait que bois du mais mucus. Pas froide. Mais pas trop froide parce qu'il y en a que ça crée plus de mucus. C'est ça, c'est faire attention, là. Mais oui, les produits laitiers, c'est ça a tendance à faire ça pour beaucoup de personnes. Y a-tu d'autres aliments qui font ça? Des aliments épicés. Pour certaines personnes, ça peut être... Ça regarde mal, ça là. peut être ça, c'est toute ta problématique. diète, Michel. Et une chose que les gens sous-estiment beaucoup, c'est n'importe quel aliment qui va te donner moindrement du reflux gastrique. C'est pas bon parce que le reflux, c'est que ça remonte, puis il y en a que ça remonte vraiment dans la gorge, puis ça va complètement irriter les cordes vocales. Fait que tu sais, des personnes des fois que tous les jours ils en ont du reflux gastrique, fait que ces clients-là, moi j'en ai déjà reçu qu'on leur fait comme un protocole de OK, comme mange pas avant de te coucher parce que quand
t'es couché, le reflux, c'est plus facile de remonter dans ta gorge. Justement, c'est quelqu'un qui sait, ben moi, chaque fois que je mange du fast-food, j'ai du reflux, puis là, tu t'en vas jouer une partie d'impro, c'est pas bon, là, tu sais. Puis là, des fois, ton reflux, l'eau, t'as beau boire l'eau, ça peut augmenter un peu ton reflux, fait qu'il faut faire attention. Fait que des gens, mettons, qui ont du reflux constamment, ben, aller voir un médecin, il faut travailler ça, parce que là, ça peut vraiment causer des problèmes puis de l'irritation plus loin à ta gorge. Une des choses qui est bon à propos de l'impro, puis l'eau, c'est que ta bouteille d'eau sur le banc, Oui! elle est warm. Ça, c'est vrai. à cause Ça, des c'est vrai. lumières, tout ça, comme cette eau-là, Ça ne sera n'était pas frette froid. at all at any point. Non, Elle est c'est plus ça. frette à C'est cette ça. heure. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est juste de se rappeler, comme à nos jeunes, c'est bois pas juste sur le banc, bois avant. Oui. Tu sais, ta préparation pour que tout soit bien hydraté puis ton système vocal soit prêt avant de performer. Fait effectivement, aller entre chaque impro puis faire des pauses. OK, pause hydratation, tout le monde, hydratez-vous, là. Tu sais, juste pour se rappeler, il y a du monde qui oublie vraiment comme ils ont leur bouteille, mais ils oublient, là, Fait que c'est comme vraiment important de maintenir ça, surtout dans des tournois, parce que tu performes tellement, tu donnes ta voix tellement. Une autre chose qui est importante, c'est les pauses vocales. Puis là, par pause vocale, il y a beaucoup de mythes de personnes qui font comme « Ben moi, j'ai pas parlé une journée de temps avant mon événement pour reposer ma voix. » Puis je suis comme « Non, c'est pas bon parce que tu fais un peu le même effet de « J'ai resté sur mon sofa toute la journée puis là, je m'en vais courir mon marathon. » C'est pas bon. Mais des pauses vocales, c'est quand même bon dans le sens de, tu sais, prendre des petites pauses vocales fréquentes. Fait qu'on va dire que t'es dans un tournoi, OK, t'as joué ta partie d'impro, t'as fait ton petit débriefing de ton équipe, OK, va-t'en peut-être pas parler pour une dizaine de minutes, 15 minutes, peut-être même 20 minutes. Prends ça, relax, juste parle pas. Laisse ton système se reposer, revenir à sa stabilité. Quand tu vois tes muscles, ça, eu le temps de se détendre un peu, là, recommence à parler tranquillement. Puis dans des tournois, ben, veux pas, c'est des jeunes, là, moi, j'étais jeune, puis je l'ai fait, et des fois, tu rencontres quelqu'un, puis tu te mets à crier, puis tu jokes, puis tu utilises ta voix aussi. Crie dans le corridor, puis on a du fun, puis on rit, mais ça, c'est toutes des choses qui sont... c'est une bonne raison d'encourager le monde de retourner dans la salle, puis regarder le match d'après, parce que pendant que tu regardes, c'est ça, t'as une bonne excuse de pas parler. C'est ça, crypter, puis tu sais, applaudis au lieu de comme crier dans la salle. Puis pour vrai, non, mais c'est fou, mais on voit, ça a déjà arrivé de voir des jeunes qui jouent au hockey avec des problèmes vocaux, parce qu'ils sont tout le temps, ils crient après les autres joueurs, puis c'est justement ils vont préparer leur voix pour ça, fait ils vont crier très abruptement, puis il y en a qui ont des cordes vocales plus fragiles, puis là oh mon dieu, ils ont développé des problèmes, fait que là faut travailler avec eux de OK, qu'est-ce que tu peux faire au lieu de crier, ben fais un geste à ton coéquipier, tape ton bâton, tu sais il faut trouver comme des comportements de remplacement pour éviter qu'ils surutilisent leurs cordes vocales. Fait que fait que des gens qui crient très abruptement, ça a vraiment un gros impact plus que d'autres là. Ben justement, peut-être qu'on peut comme transitionner vers, il y a des choses qu'on peut faire pendant un match pour protéger nos voix. Ouais, faire sûr qu'on va pas trop loin. Parce qu'on a justement une question de Catherine Rioux qui demande par rapport à projeter, mais je suis sûre que c'est pas la seule affaire qu'on fait Je pendant pense un match. c'est intéressant de parler de projeter parce qu'on parle beaucoup de projeter, puis on dit à beaucoup de jeunes ou à joueurs moins d'expérience de parler plus fort, puis parler plus fort des fois, ils crient. Oui. C'est pas projeter. Puis moi, quand j'étais jeune, je pense que j'étais quand même à l'université dans l'histoire, puis qu'il y a du monde d'art dramatique qui est dans mon équipe, Robert Gauvin, etc. Puis il nous faisait faire des exercices puis j'ai jamais pu reproduire ça non plus, que t'as le droit de toucher le monde dans des ateliers, mais c'est parce qu'il nous touchait comme dans le ventre. Oui, la respiration abdominale. OK, parlons un peu de ça parce que il y a différentes places qu'on peut respirer, puis il fallait faire comme quelque chose comme ça. Comme il nous donnait un coup sur en tout cas. C'est que je pense qu'il essaie de vous faire ressentir votre diaphragme. Travailler, c'est une manière de le faire. Elle doit arrêter de le faire à la maison. Oui, c'est ça, on le fait tous ensemble. Pour avoir une bonne voix qui projette, faut que on s'entend que la voix n'est pas créée de nulle part, elle est créée grâce à ton expiration et ton souffle d'air. Ton air, c'est comme le gaz que tu mets dans ton auto, ton moteur fonctionnera pas si t'as pas de gaz. Fait que pour avoir un bon soutien vocal, c'est recommandé de faire de la respiration, justement, abdominale, qu'on appelle, fait que vraiment faire travailler le diaphragme, parce que tu peux faire de la respiration, moi j'aime appeler ça comme de la respiration comme claviculaire ou de poitrine, ça se fait, mais ton poumon a beaucoup plus d'espace dans le bas. Et ton diaphragme, son travail, lui, c'est comme il va tirer sur tes poumons, comme pour les étirer comme des ballons, pour qu'il y ait encore plus de place. Okay. Tu vas vraiment être capable d'avoir un meilleur souffle vocal en faisant travailler ton diaphragme, en le faisant étirer. Puis vraiment, ce que tu devrais ressentir, c'est que ton ventre gonfle comme un ballon, donc par l'avant. Puis même tes côtes, tu devrais les sentir, prendre un peu plus d'expansion sur les côtés. Même des gens qui vont le sentir en arrière de leur corps. Tu devrais sentir que tout est en train de s'étirer dans le bas. Oui, tu peux respirer avec ta poitrine, mais ce qui arrive, c'est que tu vas avoir un moins grand souffle parce que tu as moins d'espace pour conserver ton air. Puis l'autre chose que je remarque, c'est que pour des personnes qui jouent en impro, qui ont comme, tu sais, les papillons ou la nervosité, puis tu sais, la nervosité, la première chose que ça affecte, c'est ton souffle. Si tu respires juste par le haut de ton corps, puis tu as le souffle court, ben tu vas vraiment sentir
comme ça, tu vas perdre ton air beaucoup plus vite, puis ça va être bien plus difficile de projeter avec ton peu d'air. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent chez des joueurs qui ont l'air nerveux sur scène, ou qui ont l'air d'être essoufflés, puis ils n'ont pas une raison dans le contexte de l'impro d'être essoufflés, mais qui sont comme... Si on fait ce set-là, comme ils ont l'air de comme respirer beaucoup trop, puis c'est ça, fait que c'est ça que c'est. C'est un réflexe, puis tu vas vraiment voir là, les épaules montent puis descendent, la clavicule qui travaille là. C'est comme si l'air est tout pogné en haut. Fait que vraiment, en respirant par le bas, tu prends plus d'air, ton souffle est plus solide, mais aussi c'est apaisant parce que quand on dort là, notre respiration est abdominale là, du moment qu'on dort. Fait que notre corps est habitué quand on est en état de repos, de relaxation, de respirer de cette façon-là. Fait que si tu respires de cette façon-là, ça peut apaiser un peu ton corps, t'aider à contrôler puis moins sentir comme cette nervosité-là qui, on dirait, prend possession de ta respiration, là. Fait que c'est pour ça que c'est bon. Fait que en respirant avec ton diaphragme, c'est ça, de vraiment sentir ton ventre se gonfler. Il y a comme 2 éléments. C'est prendre une respiration normale. T'as pas besoin de forcer à prendre plus d'air parce que en respirant avec ton ventre, tu vas prendre la quantité d'air adéquate. Ce qui arrive des fois, c'est que si tu prends comme trop d'air, ça va être bizarre dans ta projection. Tu vas peut-être comme trop en projeter vite, puis là, tu vas manquer d'air plus vite. Fait que respire normalement, mais avec ton ventre, puis vraiment, c'est quelque chose qui se pratique. Des fois, je pense que les gens ont tendance à, OK, je vais l'essayer en impro, mais c'est peut-être trop rapide d'essayer en impro. Comme moi, ce que je travaille ça beaucoup avec des jeunes qui ont du bégaiement, de respirer, parce qu'avoir un meilleur contrôle, respiration, parole, ça aide avec ta fluidité. Puis ce que je vais leur dire, c'est, commence à le travailler couché. Dans ton lit, ton corps est habitué de le faire coucher. Mets-toi un livre sur ton ventre puis regarde-le monter. Si ton livre monte comme il faut, ça veut dire que tu fais bien ta respiration abdominale. Okay. Après ça, je leur dis, fais-le assis, fais-le debout, fais-le en marchant, fais-le en parlant. Le niveau de difficulté est plus grand quand tu le fais en parlant. À force de le faire, ça finit par fonctionner puis tu finis par l'avoir. Mais je pense que c'est bon de le faire en petites étapes pour juste habituer ton corps à le faire, parce que oui, il y a des jeunes des fois qui le font puis commencent en parlant, puis là, ils sont comme, il y en a qui viennent même étourdis, là, sont comme, wow, parce qu'ils sont pas habitués de respirer comme ça. Fait que ça prend une certaine pratique. Mais comment est-ce que ça fait ta voix projetée plus loin? Comment ta voix est plus forte à cause de ça? Parce que tu vas avoir une bonne quantité de souffle, parce que la manière que ça fonctionne pour faire vibrer tes cordes vocales, c'est que ton souffle monte juste en dessous de tes cordes vocales, puis la pression d'air va faire que tes cordes vocales vont se vibrer, puis se fermer, puis s'ouvrir. Fait qu'avec une bonne quantité de souffle, ça amène la bonne pression qui va amener ta voix à vraiment bien se créer, puis à être forte, puis avoir une bonne puissance, parce que pour parler plus fort, tu vas avoir besoin d'un peu plus de souffle pour une plus grande pression, pour que tes cordes vocales vibrent un peu plus fort. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis l'autre item que je pense qui est important aussi, c'est ta bouche, ta gorge, ton nez dans l'ensemble, c'est une caisse de résonance. Fait que c'est comment tu modules cette caisse de résonance-là pour supporter, maintenant que t'as ton air, t'as ta voix, ok, c'est beau, mais pour que ça sort avec clarté, puis justement pour pas avoir le phénomène de je vais crier, tu sais, que juste que ça sort adéquatement. Puis moi, j'aime beaucoup imagine comme si ta bouche, c'est un mégaphone. Le bout, tu sais, d'ouvrir grand la bouche, de peut-être un petit peu surarticuler tes sons, ça va faire qu'ils vont être beaucoup plus clairs pour la personne qui est au fond de la salle. Parce que tu crées l'effet d'un mégaphone, c'est-à-dire que c'est comme, j'essaie de l'expliquer là. Ouais, audio. C'est audio, c'est pas évident, mais tu veux que ta grande ouverture à la fin, c'est un peu comme une caisse de son. Tu sais, ta petite caisse de son va pas avoir autant de force que ta grosse caisse de son qui a de la place, qui a du volume, tu sais. Fait que d'aller puis d'ouvrir grand la bouche, travailler, même j'avais une spécialiste m'avait dit, tu sais, monter même la langue, comme le dos de ta langue en hauteur vers ton palais. Les chanteurs d'opéra, ils font ça, là, quand tu les vois chanter puis ils ouvrent grand la bouche, tu vas voir la langue monter parce que ça rajoute de la résonance. Ça ajoute de l'espace. Tu sais, tu veux avoir le plus d'espace possible. Fait que, tu sais, bien ouvrir la bouche, un peu exagérer un peu tes sons, un peu plus de pression dans tes sons, puis là, ça peut amener ta voix à être plus projetée. Il y a comme un cercle vicieux dans la présence sur scène, parce que si t'es pas confortable, si t'es gêné, puis tu fais plein de choses qui t'empêchent de projeter. Parce que je pense que tu respires plus légèrement, t'as la tête plus baissée. Ta bouche, tu sais, qui s'ouvre moins parce que tu parais c'est ça, moins, tu finis par marmonner. Ouais. Puis à cause que ta tête est baissée, ta gorge est pas ouverte de la même façon que si tu levais le menton. Oui. C'est tout des comportements, tu sais là. Exactement. Tu te replies sur toi-même, t'es en train de tout fermer. Tu crées les circonstances idéales pour pas être entendu. Puis en étant stressé puis nerveux, tes muscles se contractent. Fait qu'ils ont aussi moins de flexibilité à faire une belle vibration parce que tes muscles sont tout pognés, sont tout raides. Puis pour avoir une belle vibration, pour que tous tes muscles travaillent pour étirer tes cordes vocales de la bonne façon puis qu'il y ait une bonne vibration, c'est plus difficile. Fait que tu sais, il y a tous ces éléments-là qui vont comme jouer sur ton corps. Fait que si tu focuses sur ta respiration abdominale, tu vas t'apaiser, te relaxer un peu, de vraiment relaxer tes muscles, avoir la sensation de OK, comme j'ai les épaules basses, je sens pas de tension puis de serrement dans ma gorge, tu sais, que je suis d'accord qu'en impro,
travailler ta voix, oui, puis travailler un peu ton corps aussi, parce que tes exercices d'échauffement de ton corps vont te mettre aussi plus flexible, puis plus à l'aise, et plus détendu dans ton corps. Fait que je pense qu'une combinaison des deux, ça aussi, ça va aider ta voix. Tout ce qui est émotionnel affecte ta voix beaucoup, là. Tout ce qui est psychologique, c'est justement des gens qui sont anxieux, qui sont stressés, ça affecte ta voix directement aussi, parce que ça affecte ta composante anatomique de tes muscles, la flexibilité. C'est sûr que quand on va jouer de l'impro, des fois on est nerveux, des fois on est stressé. Je suis encore. Mais aussi, des fois on joue des scènes qui nous demandent des émotions. Oui. Y a-tu des bonnes façons de finir, comme disons que t'es dans une dramatique, t'es super triste, puis c'était comme, tu sais là, ça t'a demandé... Dramatique, c'est le killer. Oui. Parce que le monde parle tout le temps plus bas dans ce temps-là. Oui. Parce qu'ils pensent que c'est ça le ton, puis ils veulent être plus véritable, mais tu sais... Mais aussi, ils sont en train d'évoquer une émotion qui eux-mêmes, ou Peut-être. eux-mêmes peut affecter leur voix. Y a-tu une façon de débarquer de ces impros-là? Moi, je pense que c'est un coup que tu retournes sur ton banc, refocus comme sur ta respiration, puis te ramener un petit peu à ton œil. Si t'as comme ta pause entre périodes, puis refais même des exercices juste pour réanimer ta voix puis la réveiller. Ben oui, c'est comme de se refocuser de, OK, comme le moment est passé, puis je me remets un peu dans le jeu. Fait que tu sais, t'as un aspect mental aussi dans cette situation-là, j'imagine. Ben oui, de juste ramener ta gorge à, OK, comme on reprend un volume normal, là. Fait que je dirais c'est un peu ça. C'est de sortir du moment, mais moi, focuser sur la respiration, souvent, c'est un moyen quand même vraiment efficace parce que t'enlèves tes pensées de qu'est-ce qui était comme triste ou de l'émotion que t'as vécue, puis là, tu la ramènes sur quelque chose que tu peux comme contrôler. Dirais-tu que ce serait la même chose si jamais tu sortirais d'une impro, est-ce que t'as chanté ou que il a fallu que tu cries ou quelque chose? Moi, je vais prendre une pause après une impro chantée. J'ai besoin comme mon petit break de voix parce que oui, ça demande quand même beaucoup. Puis je retourne sur le banc, puis vous allez me voir boire de l'eau. Comme, je vais boire beaucoup d'eau après aussi, juste pour ramener parce que oui, ça a demandé un peu plus, là. Faut commencer à prendre ces habitudes-là, là. Oui. Tout le monde. Moi, ça me stresse parce que je suis tout le temps comme, oh non, qu'est-ce qui arrive si là j'ai besoin dans la salle de bain? Là, c'est comme un autre level de stress que j'ajoute à ma vie. Fait que, tu sais, moi, je me dis, OK, au pire, tu sais, dans le début de ta journée, consomme plus ton eau là. Fait que là, tu vas, tu sais, tu n'auras uriné, mais au moins dans ton corps, t'auras eu l'hydratation nécessaire. Tes tissus seront hydratés, tes muqueuses seront hydratées. Fait que, oui. Mais mettons que on a été trop loin. OK, on a crié, ou on a fait trop d'impro, pis on se prend pas soin. Ou on est peut-être prône à ça. Il y a tout le monde qui sont juste susceptibles à ça. Oui, on a tous des corps différents, des anatomies différentes. Puis oui, il y a des gens que ça prend pas grand-chose, que leur voix va à un moment donné manquer. Ouais. Ou des gens qui ont des tempéraments très forts. Comme tu sais, des gens qui rient fort tout le temps, ou qui parlent fort tout le temps, ou qui sont extrêmement enjoués. Ben ces personnes-là, on les voit souvent dans nos bureaux parce que ça finit par comme affecter. Puis là, c'est un peu changer de ta personnalité puis tes habitudes. Cette personne-là prenne comme conscience qu'elle fait ça dans sa vie pour on devrait arrêter de problème. C'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Vous l'avez entendu ici. Changez vos personnalités à la maison. Ben non, mais une personnalité d'improvisateur, c'est les pires, là. Oui, on est comme ça, tu sais, on parle fort, on s'exprime fort, on prend de la place. Fait que, oui. On rit, ouais, on a vu. Je veux dire, moi, ma sœur, elle avait des extinctions de voix constamment, tu sais. Puis elle était arbitre d'impro, fait que ça a sûrement affecté. Peut-être des spectacles, je sais pas. Mais tu sais, on a vu des joueurs perdre leur voix pendant un tournoi. Il y a un zèbre d'or, parce que Élise Hamel qui va poser la prochaine question. Parce qu'Élise Hamel avait pas de voix du tout. Oui, je m'en rappelle. Puis elle a continué à jouer, mais avec des personnages silencieux. C'est ça, là. Il a fallu qu'elle mime à travers d'un plein zèbre, là. Fait que clairement, Élise avait comme une question à poser. Oui, ben, elle demande si toi-même, t'as déjà perdu ta voix, puis comment ça t'a affecté. Y a-tu des recommandations pour les gens qui perdent beaucoup leur voix puis qui font de l'impro régulièrement? OK. Ouais, oui. Bob Savoie, là, une question semblable d'ailleurs. Là. On va à un tournoi, OK, comment est-ce qu'on se ramène de ça, là? Comment est-ce qu'on est fonctionnel après, là? C'est ça, là, il veut exister dans sa vie par la suite, là. Mais oui, ça m'a déjà arrivé. Honnêtement, au secondaire, chaque fois que je revenais d'un tournoi, je perdais la voix, puis par la suite, je tombais malade. Comme c'est tout le temps ça. C'est tout le temps. Fait que oui, je l'ai vécu amplement. Je le vis encore des fois, même comme, tu sais, mettons, une semaine où j'ai beaucoup travaillé, comme, je travaille avec des jeunes enfants, puis là, faut que tu sois plus enjoué, puis je parle plus fort, puis là, j'arrive à la maison, puis je suis comme, oh mon Dieu. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu de prendre les recommandations dont on a discuté, mais de les appliquer à puissance 2. Fait que, prends ton repos vocal quand t'arrives chez vous. Dis-toi, OK, comme, parle pas au téléphone ou parle pas sur Zoom, prends une vraie pause
de relaxation, évite de parler pour un bout de temps. Tu sais, là, à ces moments-là, quand il y a vraiment que c'est vraiment affecté, puis tu le sens, là, je dirais, va plus à peut-être comme à 1 heure, 2 heures de pause, tu sais, prends vraiment des bonnes pauses vocales. Et réhydrate-toi encore plus. Là, je parle de comme tu bois constamment ton eau. Ce que j'avais recommandé à Catherine quand elle a eu comme son simili-extinction de voix, c'est une technique pour hydrater tes cordes vocales encore plus rapidement. Puis c'est vraiment de respirer de la vapeur d'eau. Oh. Parce que là, ce qui arrive, c'est que... Elle m'avait dit ça, puis je l'ai fait moi aussi là après ça. Ouais. Pour des choses, ouais. Parce que les gouttelettes se rendent directement sur tes muqueuses au lieu que ton corps ait besoin d'absorber l'eau comme par les tissus, parce que ça se rend directement dans ta gorge. Oh. Puis moi, même, ce que je recommande, c'est mettre comme... les experts qui vont le recommander comme il faut, la bonne manière de le faire, ce serait de s'acheter c'est une machine là, qui va faire la vapeur, que tu peux mettre, c'est juste comme un petit masque que tu mets devant ton nez, puis tu mets de la saline dedans, parce que la saline, ça a comme des effets désinfectants, puis antiseptiques, puis ces choses-là. Fait que ça va vraiment aider au niveau de la guérison. Si tu veux le faire à la bonne franquette chez vous, parce que t'as pas le temps, ben c'est que tu fais bouillir de l'eau, puis tu mets comme, moi je mets comme 1 cuillère de sel dedans. Puis là, je vais vraiment mettre comme la serviette par-dessus, puis là, je respire ça par mon nez, parce que tu veux que ça rentre par tes muqueuses, parce que les muqueuses du nez, le nez a comme, c'est un filtreur, fait que ça va filtrer comme il faut pour que ça se rende bien, puis tu veux vraiment que ça se rende dans ta gorge. Puis moi, des fois, je vais l'expirer comme par ma bouche. Fait que je vais faire comme, là, j'expire par ma bouche. Ça, c'est vraiment bon. Ça aide à comme, au niveau comme plus guérison, là. Puis on parle combien longtemps? Quand je le fais, ça peut être un bon 5 à 10 minutes. Je prends des pauses des fois parce que à un moment donné, c'est comme c'est trop chaud, là. Mais là, je me ramène, là, je le fais une bonne dizaine de minutes, là, de juste respirer cette vapeur-là. C'est raisonnable, ça, là, 10 minutes, là. Oui, quand même. C'est pas en demander trop, là. Non, mais c'est ça. Parce que des fois, tu dis, je vais pas tout faire ça, mais comme, tous les exercices semblaient être 5-10 minutes. Oui, non, c'est pas des affaires. Moi, je recommande pas des affaires extravagantes parce qu'après ça, le monde va pas les mettre dans leur routine. Ça sert à rien. Non, c'est pas réaliste. Non, exactement. Fait que tu peux le faire, mettons, ça, c'est une bonne chose que tu pourrais faire post-événement. Quand tu sens, je commence à sentir que ma petite gorge me chatouille. OK, je vais le faire. Comme ça, je vais l'hydrater comme il faut. Puis ça va vraiment bien préparer ta gorge à ta future journée, dans le fond, le lendemain. Consomme beaucoup de liquide. Moi, personnellement, il y a pas nécessairement des études fixes là-dessus, mais j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Moi, j'aime personnellement consommer du thé avec du gingembre. Du gingembre, c'est un aliment qui a... Il y a quand même des recherches sur le gingembre que ça a des capacités anti-inflammatoires. C'est bon comme pour la digestion, ça, mais c'est aussi bon comme pour des choses comme ça, là. Fait que c'est un peu antiseptique aussi. Du miel aussi, c'est un aliment qui est antiseptique. Des choses comme ça. Fait que moi, j'aime ça en consommer un peu quand j'ai mal à la gorge, ça peut aider. Ouais, parce que du monde met du miel dans de l'eau bouillante. Ouais. Fait que ça, c'est une bonne... Du citron? Citron? Le citron... Ça m'a l'air acide. Le citron, je l'utiliserais pas parce que justement, c'est acide pis si t'es moindrement à risque de reflux gastrique, là, tu vas augmenter ton reflux, tu vas augmenter ton irritation. Même chose avec la menthe. Si t'es quelqu'un qui est susceptible à du reflux gastrique, la menthe, ça peut en causer. Puis ce que j'aime moins avec des produits de menthe, c'est que sur le coup, ça fait vraiment du bien. Puis là, les gens, ils ont comme pas conscience, puis là, ils vont reparler fort ou ils vont comme... C'est comme, oui, ça va faire du bien sur le coup, mais là, tu vas peut-être être moins attentif à protéger ta voix. Puis c'est comme, tout est beau, je vais juste reparler, puis c'est correct. Mais là, t'es en train de encore plus mettre de douleur puis de problèmes sur ta gorge, au lieu d'être conscient de, OK, ça me fait mal, je devrais peut-être la reposer, je devrais peut-être, tu sais, parler un peu moins fort. Quand je dis parler moins fort, c'est pas chuchoter. Chuchoter, c'est très mauvais pour la gorge. Parce que chuchoter, l'effet que ça fait, c'est que c'est très contre-productif parce que tu veux parler, donc tes cordes vocales essayent de vibrer, mais ton corps essaye de retenir l'air pour pas qu'il y ait de son, fait qu'ils essayent de rester fermés, mais ils essayent de vibrer, puis là, ça fait beaucoup d'irritation. J'ai jamais vraiment même pensé à ça. Ouais. Fait que t'es mieux de parler. Oui. Mais ça, moi, j'ai déjà entendu ça, que chuchoter, c'était... C'est très mauvais. Même chose que le dérumage, de faire Puis ça, c'est un mythe, tu vois, dans n'importe quelle série ou film, tu vois un personnage qui commence à parler, il va faire au micro, puis je suis comme, c'est la pire chose que tu peux faire. Tu sens que t'as quelque chose de coincé dans ta gorge, hydrate-toi. Hydratation, c'est comme la solution numéro 1 à tout là, dans cette situation-là, mais ouais, fais de l'hydratation à la place, t'sais. Parce que moi, j'ai déjà vu ça comme dans des tournois d'impro, les jeunes sont là le lendemain, puis je vais protéger ma voix, je vais pas utiliser, puis c'est pire! C'est mieux de parler à un volume plus doux, t'sais, utilise moins de puissance, adoucis tes sons, ça c'est déjà mieux que de chuchoter. Mais c'est intéressant, là, parce que là, on est en train de tomber, quand on parle de chuchoter, c'est un effet que tu pourrais faire sur scène. Oui. Ça.
Puis des effets qu'on peut faire sur scène avec notre voix. Il y en a beaucoup, plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense? Il y en a beaucoup plus qu'on pense. J'ai fait une formation qui s'appelle le Estill Voice Training. C'est une formation qui est beaucoup donnée à des chanteurs, mais j'étais vraiment intriguée. Aussi pour la voix parlée. C'est vraiment, dans le fond, c'est toutes les techniques que tu peux faire au niveau de ta musculature pour modifier ta voix puis faire des effets avec ta voix. C'est vraiment intéressant. Mais je pense qu'on a beaucoup de tendance quand on utilise je trouve la voix, je sais pas pour vous, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que la voix est un peu sous-utilisée quand ça vient à faire des personnages. Dans le sens qu'on utilise beaucoup plus le physique puis l'expression faciale. Des fois, on va mettre notre voix plus aiguë ou plus grave, mais ça s'arrête là. Je sais pas si vous d'accord. Moi, c'est une impression que... J'ai juste 2 personnages. Voix grave puis voix aiguë. Non, surtout, tu sais, pas tout le monde peut faire des accents. Ouais. C'est pas toujours approprié de faire des accents, dépendant. Exact. Changer notre voix. Des fois, je trouve une nouvelle voix. Mais là, je l'ai oublié, là. Comme tu sais, je la mets pas en pratique. C'est ça. Fait que là, je sais plus comment j'ai fait ça. Fait que déjà, c'est comme quelque chose que je pourrais pratiquer à la maison. Oui. Mais là, faut tes catalogues, là. Faut que tu saches faut que comment j'ai fait ça? Comment est-ce que je peux après ça le faire? Fait que moi, j'aime beaucoup, quand j'essaie de pratiquer les effets de voix, je le fais beaucoup en chantant dans mon auto, en essayant de matcher la voix de la personne qui chante, puis essayer de comprendre puis analyser qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Okay. Fait que, mettons, je sais pas, là, je vais dire... Ouais, toi, t'as le vocabulaire pour déchiffrer ça aussi, là. Mais tu sais, j'essaie d'écouter puis j'essaie d'imiter comme ça. On va dire, je sais pas, là, j'entends une vieille chanson de Britney Spears, elle avait sa petite voix, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire. OK, c'est un peu nasal. Fait que je rajoute un peu plus de souffle qui sort par mon nez. C'est une petite voix, mais elle est pas nécessairement aiguë. Des fois, elle est un peu grave, mais c'est beaucoup comme... Ça, c'est avant qu'elle fait du vocal fry, c'est ça? C'est ça, oui. Fait que tu sais, c'est une petite... Ça, c'est quelqu'un qui a changé sa voix beaucoup. Oui. Comme mais elle a fait du dommage à sa voix. Oui. Exactement. Parce qu'elle a forcé sa voix trop en permanence dans un registre qui était pas confortable. Qui était pas le sien. C'était pas son registre. Parce qu'elle était pas aiguë comme que... Non, c'est ça. Mais tu sais, cette petite voix-là, fait que des fois, je vais essayer comme d'imiter ou d'analyser des voix, mais c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup tendance à aller comme, OK, je fais une voix, je la fais aiguë ou grave. Mais il y a tellement plus de choses que tu peux faire parce que mettons, on va dire, je vais commencer d'un point de vue d'organe, on commence avec ton souffle. Tu peux décider de faire une voix super claire ou une voix un peu soufflée, comme à la Marilyn Monroe qui chante pour le président. Oui, oui. Comme, mettons, j'essaie de le faire, là, je sais pas si ça va sonner bon, mais tu sais, comme un Happy Birthday, Mr. President. Fait que t'as du souffle qui sort comme dans ta voix. Ou tu peux avoir ta voix très claire, puis je préfère la même chose, puis ça sonnerait comme Happy Birthday, Mr. President. Ou c'est clair, puis y a pas de souffle. Fait que tu peux jouer avec comme ton souffle, ou justement tu préfères un personnage qui est tout le temps essoufflé, tu sais, ou qu'il y a tout le temps trop d'air qui sort, on dirait, quand il parle. Tu peux faire comme un effet avec ça. Tu peux faire un effet avec ta nasalité, d'être comme hyper nasal, de sortir beaucoup. Puis ça, c'est beaucoup comme les chanteuses de country qui font du twang, ils utilisent beaucoup ça. Mais tu sais, parler plus avec mon nez comme ceci, ça peut créer un effet. C'est incroyable qu'on est capable de juste faire ça, hein? Oui, je suis assis là en train de faire comme, je peux-tu faire ça? Ben oui. Mais je pense qu'on peut avec de la pratique, ou d'être hypo-nasal, qui est un peu l'effet de je suis malade tout le temps, fait que je parle un peu avec comme si mon nez... Pourquoi est-ce qu'on peut parler du nez sans avoir le nez plein? C'est vraiment weird. Ben non, mais cet outil-là, t'as raison, il est très flexible. C'est très flexible. Mais là, oui, t'as fait... Je pense que tu devrais faire ça dans les personnages. Tu devrais faire des petites jokes là. Je joue pas tant que ça. Hein. Ben, mais c'est dans ta barre, rappelle-toi. Puis là, ben, t'as tout le jeu que tu peux faire avec ta caisse de résonance. Tu sais, je fais-tu plus mes sons dans le fond de ma gorge? Je fais-tu plus mes sons à l'avant avec mes lèvres qui travaillent? Tu peux jouer avec ça aussi. Ah oui. Puis bien sûr, comme là, tu peux aller avec tout ce qui est son spécifique de comment je fais mon son spécifique. Tu sais, est-ce que je vais être une personne qui, OK, moi, ce personnage ici, je fais tout le temps mes P bien trop fort. Puis là, je me concentre, tu sais, fait que je prends juste cet élément-là. Mes P, quand je les fais, sont juste bien trop forts. Ou mes PB, là, tu sais, comme, fait que je parle toujours comme ça, puis là, mes sons sont bien trop forts. C'est ça, okay. Tu peux jouer avec ça, ou même chose avec les K. Puis là, c'est là que rentrent les accents, la modification du son, que tu peux faire avec. Dans le fond, tu sais, des accents, c'est un mélange de ta nasalité, ton intonation. Même, j'ai pas pensé, mais la vitesse de parole aussi, ça a un impact sur ta voix, ta fluidité. Fait que ça, c'est tous des éléments que tu peux changer, mais que je pense qu'on n'y pense pas à premiers égards de le faire. Mais qu'on pourrait plus exploiter puis faire des combinaisons, puis là, c'est là que tu crées
vraiment des styles de voix intéressants, là, en faisant ça. Fait que plus que juste aigu et grave qu'on peut faire, tu sais. Mais ça prend un petit peu de pratique, oui, de genre, je l'essaye, tu sais. Comme moi, c'est ça, c'est ce que je fais dans mon auto. J'essaye de reproduire des voix, c'est le même que moi, je le pratique personnellement, mais tu sais, on a toutes nos façons de, tu sais, tu peux aller puis faire comme, ben, je vais prendre des voix que j'entends, je sais pas, moi, tu peux prendre des voix dans les Simpsons, puis comme je vais essayer de l'imiter et juste voir, je suis capable, tu sais, de recréer certains éléments de cette sonorité. Ou même des rythmes de paroles aussi, que moi, j'aime tout le temps, comme je donnais l'exemple à des jeunes en fluidité, puis on parlait de président Barack Obama, qui fait des phrases très courtes, sur une intonation quand même neutre. C'est posé, puis c'est toujours comme à l'affirmative. Lui, il y a vraiment un rythme. Il y a un rythme dans sa parole, il y a comme une cadence qui est très lente, qui est très apaisante. C'est juste, puis ça fait comme son charisme à lui, versus des personnes qui vont parler très vite, ou tu sais que la fluidité va changer vraiment rapidement de je parle moyen, je parle vite, je parle un petit peu plus lentement, puis ça varie beaucoup, puis tu peux jouer avec ça, tu sais, je pense à un Louis-José Hood par exemple, qui va être un exemple de ça flagrant, tu sais, de changer pour mettre de l'emphase à certains endroits, puis il va utiliser sa voix de cette manière-là pour, tu sais, solidifier ou pousser ses blagues plus loin. Dans le fond, comme moi je viens de Dieppe, puis comme l'accent particulier quand j'étais jeune, si tu viens de Dieppe, c'est très haut bas. Fait que t'es constamment en train de comme faire, je viens de le faire là. Oui. T'es constamment en train d'aller de comme bas à comme tout d'un coup aigu. Juste la mélodie de l'accent est affectée par le fait que t'es en train d'aller comme pas mal grave, puis aller si tu fais ça, on pourra aller vers ce titre. Puis là, si tu comme si t'es en train de constamment en train de comme milieu de la phrase, c'est très... On est les Valley Girls de l'Acadie. Puis les Acadiens, on est réputés aussi pour avoir un style de voix qui est presque chanté. Parce qu'on a vraiment un rythme à comparer à comme quand on compare des gens au Québec ou ailleurs, c'est ça. Notre voix est très comme, ou les Canadiens français aussi, on peut dire ça, si on compare à comme des Européens français, on a une cadence beaucoup plus forte, on met plus d'accent sur nos voyelles, ils ressortent beaucoup plus que dans d'autres peut-être langues. Parce que ça, c'est une question, comme si t'as un accent. Y a-tu pas une question là-dessus? Il y a une question là-dessus. Élise Amel, qui a clairement perdu la voix une fois, puis là, elle est super investie. Merci Élise, c'est une bonne question, mon doux. Va demander comme qu'est-ce qu'on pense des accents. Okay. C'est comme, y a-tu des conseils pour des gens qui ont un accent régional très prononcé? Y a-tu des avantages, des désavantages d'avoir ces accents-là? Parce que je sais que comme il y a des cours où ils essaient de te casser de ton accent, mais oui, il y a l'accent, mais il y a changé la voix à cause de l'accent. Moi, j'ai toujours trouvé que les hommes au sud-est, c'est sûr que c'est pas tout le monde, mais ils ont plus ce que j'appelle une voix de canard. On dirait que c'est plus une voix nasale, donc plus aiguë. C'est comme aigu et nasal. Ils ont une voix qui est comme... Qui est plus portée... il y a une vibration qui peut se porter dans le nez, l'avant de la bouche, j'ai l'impression. Mais je vois ça beaucoup dans ton père, Isabelle, là, comme cette voix. Les gens du sud-est semblent avoir plus ça. Puis les femmes ont tendance à parler plus grave. Je pense que oui. Non, mais tu dis ça, puis oui, j'ai déjà... Moi, c'est vrai. Il y a des femmes qui parlent un peu plus grave en sud-est. Puis quand tu prends un accent péninsulaire, où là, c'est vraiment les voyelles sont extrêmement affectées, puis sont nasalisées beaucoup plus. Les consonnes sont super pures. Oui. C'est pas... Ça, je le comparer comme le Nord-Ouest, Edmundston, tout ça, qui est plus québécois. Fait qu'un D, c'est un D. Oui, les diphtongues. Je vais te dire, mais c'est dire si tu vas vers l'est. Oui. Dire versus dire. C'est comme beaucoup plus doux et tout, parce que si tu pousses comme encore plus creux l'accent, comme le D quasiment disparaît des fois. Oui. Comme, tu sais, là, je peux pas le faire. C'est que le D, c'est que ta consonne, qui est une consonne occlusive de bouche fermée, qui devrait juste habituellement se faire en un pont, elle devient comme une fricative puis elle laisse glisser de l'air. Fait que, mettons une consonne occlusive comme c'est toutes les P, les B, les K, les G, les T, les D, c'est des consonnes que un coup tu le fais, il y a plus une sortie d'air. Puis il y a une partie de ta bouche, il y a un contact dans ta bouche qui se fait entre tes articulateurs. Ça peut être comme ta langue et ton palais, ta langue et tes dents, des choses comme ça. Tandis que tes consonnes fricatives, c'est toutes tes consonnes qui vont comme laisser glisser de l'air, comme ton V, ton S, ton ch, ton z. Fait que, tu sais, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tendance à combiner une occlusive. Donc, ton exemple du D avec un Z. Fait que c'est comme si il est entre les deux. Avec un S. Il est comme entre les deux. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait modifier consciemment pour changer notre façon de parler.
faire un personnage. Mais aussi, il faut devenir conscient de ces choses-là. Si t'essaies je dis perdre ton accent. Il y a beaucoup d'habitudes que tu peux pas perdre, là. Ben, je trouve ça un peu difficile aussi, comme, ça m'est déjà arrivé Puis d'avoir... aussi, est-ce on n'est pas en train non plus de dire, là, je dis ça tout de suite, là, on n'est pas en train de dire changer votre accent, casser votre accent. C'est pas du tout ça que je dis parce que... Non, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant puis variable. Je pense que c'est une des beautés de l'Acadie, c'est comment on a une variété. C'est ta culture, tu peux pas nécessairement t'en détacher non plus, ça fait partie de qui tu es aussi, tu sais, puis ça fait partie de ton vocabulaire puis ton langage est tellement associé à ton accent aussi. Fait que, non, je suis d'accord que tu peux pas changer ton accent dans le but de plaire puis s'assurer que tout le monde te comprenne. Non. Mais on peut tous prendre la même habitude, c'est-à-dire de faire une bonne projection, surarticulation légère de tous nos sons. Autant que j'ai un accent du nord-ouest que de l'est, si on fait ça comme improvisateur, on s'aide tous dans le sens qu'on va juste s'assurer que notre foule nous comprenne bien en général. T'sais, je recommanderais ça à tout le monde, pas personne qui a un spécifique accent qui est, tu sais... Bien qu'il pourrait avoir des accents qui marmonnent plus. Ouais, ça aurait été ça ma crainte, comme il y a certains accents qui sont un petit peu plus mâchés. Mais si notre accent va migrer pendant notre vie, à moins qu'on déménage jamais. Ben oui, on fait contact constamment avec d'autres gens, des nouveaux termes s'intègrent. Moi, il y a des choses que je dis qui sont comme extrêmement péninsulaires, je sais pas, ça sort de... Ah oui, puis moi, de Batters, mais je sais d'où ce que ça sort. Non, mais t'as juste besoin d'être en couple avec quelqu'un d'une région, puis là, ben moi, je me suis fait dire que mon accent a tellement changé depuis que j'étais en couple avec quelqu'un du Québec. Ou tu sais, je suis allée étudier en Ontario, puis là, je disais aux gens que j'étais acadienne, puis je me faisais littéralement dire non. Puis oui, je viens de l'Acadie, ça. Ben là, non. Mais t'as pas grandi là. Oui, j'ai grandi là. Je me suis fait dire des affaires de même, là, tu sais. Quand je travaillais au musée acadien, quelqu'un arrive, c'est comme, toi, là, tu viens pas d'ici. Ah oui, toi, tu viens pas d'ici. Toi, tu viens pas d'ici. C'est comme, je viens pas du sud-est, mais je suis acadien du nord, pis c'est comme, non. Toi, tu viens du Québec. Mais aussi, on oublie ici qu'on parle de personnages aussi. Puis des fois, il y a des accents que c'est correct qu'on ne comprend pas. Parce que moi, je trouve que comme un accent, que c'est peut-être quelque chose qu'ils font plus. Je pense que c'est humoristique, là, faire ce titre-là. Okay. Mais je pense que le Restigouche a une très forte habileté de faire le personnage de comme fond de bois, que tu comprends comme un mot sur 15. Mais oui, c'est un jeu de personnage, de théâtralité, dans le fond, que tu peux ajouter à ton... Il y a une valeur là-dessus, là. C'est ça, les aînés dans certaines régions qui ont jamais vraiment sorti de là, puis leur accent n'a pas migré, n'a pas changé, mais toi, t'es comme 40 ans plus jeune, 60 ans plus jeune que cette personne-là. Ton accent est différent parce que t'as été exposé à des médias, pas des gens d'ailleurs, je sais pas. Mais parler comme ces gens-là, comment ça se peut que ça, c'est le même accent? Oui, exactement, juste par le contexte, c'est ça, le contexte culturel. Le pêcheur de 80 ans, là, de chez Mogwai, là, il y a pas le même accent que le monde du reste de sa région. Non, c'est ça. Ouais, puis il y a quelque chose d'intéressant à jouer avec l'incompréhension, puis le fait qu'il y a des termes qui sont... Parce qu'il y a un cachet là aussi à avoir comme des mots qui sont propres à une région. Parce qu'on parle aussi de l'intérieur de Nouveau-Brunswick, puis des fois, comme quand on allait au Québec, avoir un accent, puis même pousser, comme amplifier son propre vrai accent, ça a un cachet amusant. Oui. Ça crée de la nouveauté, ça crée comme un petit peu du endearment, là. C'est comme, ça c'est le fun, ça j'entends pas ça. Puis, c'est sûr que le danger... Tu veux pas devenir un cliché de toi-même. Mais non plus, le danger de faire des accents, c'est de faire l'accent de quelqu'un d'autre qui est présent, c'est pas bien rendu, ça. Là, on parle de comme, c'est pour ça qu'on parle plus de comment faire des effets. Moi. Puis ça deviendrait indéterminé, là. Je réalise pas que tu viens de Tracadie, là. Mon approche, je pense, à faire des accents, c'est qu'au lieu de faire l'ensemble de l'accent, parce que aussi un accent, ce qui est difficile, puis ce que je remarque, c'est que les gens ont de la difficulté à le maintenir tout au long de l'impro, parce que, comme on en a parlé, l'accent, c'est tellement de composantes de ta voix, de ton langage et autres, que c'est comme si t'as trop d'éléments à considérer, puis là, faut que tu penses à l'histoire que tu fais en plus dans cet accent-là. Là, c'est pour ça que les gens finissent par le perdre, parce qu'ils peuvent pas garder 100% du focus à tous les éléments de cet accent-là. Moi, la place, qu'est-ce que j'ai tendance à vouloir essayer, c'est, je vais juste prendre un élément de cet accent-là, puis je vais l'amplifier. Puis moi, j'aime comme choisir un son. C'est comme, je vais faire un air roulé pour ce personnage-là. Fait que j'ai juste à penser à faire mon air roulé et rien d'autre. Fait que là, on dirait que c'est plus facile de le maintenir jusqu'à la fin, où, je veux faire quelque chose qui ressemble un peu à un accent péninsulaire. Fait que tous mes on vont être des en. Juste ça.
Oui. C'est tout. Puis je touche pas à rien d'autre. Puis le reste, je me laisse juste embarquer dans le personnage, puis lui donner la couleur que je veux, mais sans focuser sur je dois faire ce rythme ici, je dois faire cette intonation-là. C'est juste, je me concentre sur un élément. Lexique-là. Ouais, non, c'est intéressant. Évidemment, on parle beaucoup de faire ça au préalable, trouver toutes ces choses-là. Oui. Mais une fois que t'es dans une game, il y a une décision, il y a un choix à être pris. Mais, y a-t-il une décision à être prise? Parce que Mathieu Chalifou demande, en quoi est-ce que la voix informe le corporel ou bien est-ce que vice-versa? Puis, moi, j'ai beaucoup une approche d'amorce quand je commence une improvisation, d'essayer de commencer dans une position, Ouais. J'ai souvent dit à du monde, puis de dire que je fais ça chaque fois serait faux. Mais comment est-ce que tu trouves le personnage sans que personne t'ait rien dit? T'es à ton banc, tu tournes, t'es dans une position, ton corps est dans une shape. Cette shape-là va commencer à marcher, à avancer vers le milieu ou je sais pas où. OK, ben la position que je me suis retrouvé dedans devrait informer ma démarche, qui c'est pas ma propre démarche. Puis là, quand un moment donné, je parle, puis là, j'étais tout penché puis bossu. Est-ce que j'étais comme tout, tu sais, là, fier puis chest out? Puis là, c'est quoi la voix de ce personnage-là? Puis c'est de le découvrir organiquement. C'est ça que je dis à du monde de faire ça parce que c'est surtout du monde que ils ont pas le réflexe d'en avoir parlé au banc, etc. Il faut juste qu'ils trouvent de quoi dans le moment. Ben, le trouver dans le moment, c'est comme pense à où ce que t'es, qu'est-ce que t'es en train de faire, c'est quoi ta position, puis comment est-ce que ce personnage-là parle. Comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'il parle. Fait je dis ça au monde. Là, ben c'est ça. Est-ce que justement notre posture a une incidence? Je pense que oui, puis je pense que ça dépend de quel type de joueur que tu es, parce que un joueur plus physique, cette approche-là, je pense, va bien fonctionner pour cette personne-là. Puis moi, tu vois, je suis plus verbomoteur, fait que moi, commencer avec la voix, puis de faire comme, OK, on va dire, comme tu vois, c'est arrivé à un match d'Alio dernièrement où je sais pas, c'était un thème de genre la factory ou une usine ou quelque chose, puis moi puis Catherine, on s'est regardé, puis on a fait les filles de Caleb, on va dans ce style-là, tu sais, on s'est compris tout de suite dans le type de voix que ça allait prendre, pis ça, fait que tu sais, je faisais des vieux airs roulés d'antan, puis on dirait que d'avoir commencé ça, là, ça m'a aidé à trouver comme une posture puis un style physique qui matchait la voix. Fait que je pense que ça dépend de quel type de personne que tu es, de genre, est-ce que ton physique t'aide à avoir ton personnage ou le fait contraire? Qu'est-ce que le thème t'a évoqué, puis là, ben, si je vais parler de même, ben, peut-être que je suis une vieille madame, je suis une vieille conteuse. C'est ça. Fait que faut que tu te bouges de cette façon-là. Fait que faut s'écouter. C'est ça. Faut juste s'écouter, puis qu'est-ce qu'on a déjà, puis qu'est-ce que ça inspire. Mais je pense que ça finit par migrer ensemble. Que tu commences par un ou l'autre, ça finit par se rejoindre automatiquement, parce que tu vas pas faire comme une en tout cas, ça serait un peu unorthodoxe de tu fais une posture vraiment, tu te fais une petite madame, mais tu la fais genre full enfant pis sportive, mais tu fais la petite voix, tu sais. Je pense que ton corps, ton corps et ton cerveau finissent par le faire un peu naturellement, je crois, là. Ouais, comme il y a des décisions qui sont des demi-secondes. Oui. Là, que comme, oui, t'as jumelé ces choses-là, ben t'as raison. Mais aussi, je pense que c'est intéressant de penser à ces contrastes-là. Oui. Parce que ça peut créer des contrastes humoristiques. Ouais. Je me rappelle, j'étais dans une impro comme, je sais pas, comme 15 ans passés. Puis, j'étais un personnage qui était très comme physiquement imposant. Ok, oui. Mais j'avais une petite voix aiguë. Puis là, plus tard, j'étais comme un personnage beaucoup plus petit, mais avec une voix vraiment grave, qui était comme booming. Puis je pense que ça, c'est comme, quand est-ce que tu t'amuses à faire comme, le réflexe, ça serait de faire ça. Est-ce que, là, une fois qu'on s'est habitué à réfléchir à ça comme ça, comment est-ce que je peux flipper ça pour faire quelque chose de différent, puis comme un contraste amusant, ou comme bouleversant, comme, tu sais, il y a vraiment de comme, oh, je sais pas si j'aime ce site, comme, qu'est-ce que ce personnage ici, il me rend mal à l'aise parce qu'il y a comme une drôle de combinaison de quelque chose. Oui, comme c'est déstabilisant parce que c'est comme atypique, là. C'est ça, c'est ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à s'amuser. Une fois que t'as tous les morceaux, de là, comme les mix and matchés, là, que tu peux faire des différents personnages, parce que des fois, c'est une bonne façon de sortir de tes béquilles de personnages. Si tu sais que tu peux faire comme une voix de mémire, puis tu sais que tu peux faire le physique d'une personne comme bof, ben, une bof mémire, c'est drôle. OK? C'est juste drôle. OK, j'ai ici la question féministe. Oh mon Dieu. OK. De qui? Élise. Allô, Élise? C'est intéressant. Est-ce que les femmes sont à un désavantage parce qu'on parle plus aigu? Puis je dirais n'importe qui qui a une voix aiguë dans le fond, là. Oui, mais c'est comme ça qu'elle l'a posé. Je pense pas. Je pense que t'es plus à un désavantage si t'as de la difficulté à migrer d'un octave à l'autre. Dans le sens qu'une personne qui a une voix grave, mais qui a vraiment de la difficulté dans les aigus va être autant coincé que si t'es dans les aigus puis tu dois nous aller dans une voix grave ou justement t'as pas de flexibilité d'aller jouer dans tes sons puis tout ça, je sais pas. Tu sais comment la voix porte? Puis les voix graves, on dirait qu'ils travent le tapis, là. Mais aigu, je sais que quand on était au secondaire puis qu'on était tannant,
on jouait avec le fait que aigu ou des certains sons, le prof entendait moins bien. Sauf quand ce qu'il disait, il disait ton nom, il faisait les présences. Tout le monde disait ici. T'sais, Isabelle? Ici. Nous autres, on disait juste i, puis le prof s'apercevait jamais qu'on n'avait pas dit is. Il y a comme un jeu de certains sons, certaines intonations que comme ça se perd, mais tu vas aimer ça, la lettre mise, là. Il y a le cerveau comme rempli le trou. Le prof s'est jamais aperçu qu'on a fait ça un autre temps. Tout le monde qui était proche, les pupitres proches, eux autres étaient tous comme, vous êtes assez tannants. Tu viendras voir le match d'impro à midi. Oh mon Dieu. Mais, ouais. Mais c'est vrai que si on va d'un point de vue anatomique, oui, les sons aigus, on les entend un peu moins que les sons graves. Surtout même que si je pense d'un point de vue de qu'est-ce que tu vas perdre dans ton ouïe en premier, c'est tes sons aigus. C'est ça, ben le plus ton public est vieux, le moins qu'il t'entend. À un moment donné, t'es juste en train de jouer pour des chiens et des chats. Fait que oui, d'un point de vue, si je pense à... Botter dans le bec! Lever la patte! Oh my god! Fait que oui, d'un point de vue, si on pense juste à anatomique puis scientifiquement, c'est vrai que ça peut désavantager à ce niveau-là, mais je pense que tu vas être plus désavantager si t'as juste pas de flexibilité de genre, tu sais, de tenter de jouer avec ta sonorité pis tout ça. C'est sûr, si t'as ta voix aiguë pis t'es tout le temps sur la même tonalité pis ça change pas tant, c'est sûr, à un moment donné, le monde va te trouver comme monotone pis c'est un peu décevant, tu sais. Fait que... Mais c'est vrai aussi si tu parlerais grave. Pis c'est vrai aussi si tu parlerais grave. Okay. Fait que je pense, c'est intéressant. C'est un peu gris, c'est une zone grise un peu parce que je vois du oui puis je vois du non. Okay. Fait que je dirais certainement ça que pour du monde qui essaie de faire des personnages puis qui se donne une voix trop aiguë. Ça, c'est immédiatement, ça me tente, comme je comprends plus rien. On dirait que c'est trop aigu pour que je focus sur any des mots qui est dit. Comme je les entends, mais je suis comme... C'est comme s'il fallait que j'aie des lunettes pour entendre ce que tu dis. On dirait faut vraiment que je me concentre. Puis même, j'ai réfléchi, là, puis je crois que pour les personnes nées de sexe féminin, là, c'est plus, en tout cas, facile pour les femmes, de ce que je peux voir, de pouvoir migrer vers des voix graves que des personnes nées de sexe masculin avec des voix graves, d'aller vers les aigus. On va peut-être moins entendre ça, ou c'est peut-être plus difficile de travailler. Il y a comme une sorte de falsetto qui est pas naturel, hein. Oui, c'est ça. Si je parle de même, il y a personne qui a ce voix-là, là. Non, c'est ça. Puis c'est ça le sorte d'accent aigu que je trouve comme... Mais ça, c'est quand même trop grave. Comme... Oui, moi, ça. Il y a comme s'il y a quelqu'un qui rentre dans un impro comme ça, là. Mais moi, j'ai déjà arrêté d'écouter, là. C'est agressant, là. OK. Comme, je peux pas, je suis comme, qu'est-ce que t'as dit? Mais oui, non, c'est pas évident. C'est pas évident à répondre comme question parce que, je vois comme des points des deux côtés. Ouais. Mais je me sens aussi que, comme des fois, quand c'est une voix qui est trop grave, ça a le même problème. C'est ça. Que c'est trop grave pour vraiment, comme, facilement capter ça. C'est presque un infrason. Oui. C'est ça. D'une façon ou d'une autre, je pense, puis c'est ça la leçon de cette section-ci de la conversation, c'est faut que tu manages ta voix, là. Oui. Il faut pas qu'elle soit monotone. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec. Trouver un range. Ben, Où ce que t'es clair, où ce que ça exprime de quoi, ou ce que tu peux jouer avec les personnages que tu peux jouer. Puis en faisant des exercices, ça va te permettre d'étendre puis d'étirer ton range de manière sécuritaire, dans le sens de tu t'en vas pas essayer de faire une impro avec beaucoup d'intonation puis de force puis de puissance dans un registre qui n'est pas le tien, que là t'as des risques d'abîmer plus ta voix, que versus tu le fais tranquillement à travers des exercices puis ok, tu montes tranquillement, on va dire vers les aigus, on va dire tu montes tranquillement vers l'aigu, quand ça devient confortable, ben là t'es en train de le faire d'une manière que c'est plus sécuritaire puis t'es moins à risque de te faire des blessures vocales ou de l'abus vocal. Je pense qu'on devrait réfléchir à la voix comme qu'on réfléchit au jeu physique. 100%. Parce que quand on pense au jeu physique, on pense à comme oui, il y a du mime vraiment précis, puis il y a du mime qui est comme un petit peu dans le milieu, puis il y a du mime très exagéré, tu sais, comme Looney Tunes quasiment. Oui. Bouger ton expression faciale, il y a bouger ton corps, il y a être très comme monstre-ish ou être juste très comme dans ton personnage, puis donner comme une posture puis un positionnement qui représente. On pense tout à ces différents aspects-là. Mais quand ça vient à ta voix, c'est comme, c'est ta voix. C'est ça. On est limité, là, au lieu de voir comme, il y a plein de côtés à ça qu'on devrait en train de pratiquer, travailler, développer des outils. Puis c'est vrai que, tu sais, quand on donne des ateliers à des jeunes, il y a tout le temps un atelier sur le jeu physique, ou tu sais, de faire des chansons, des sans-paroles, puis ok, on utilise notre corps, puis comment qu'on place notre corps dans l'arène, puis jouer avec ça, mais je n'ai pas souvenir, ou je sais pas si j'en ai déjà eu de jeux comme vocal, de jouer avec ça. Pas verbomoteur, là. Vocal. Ouais. Il reste une question sur la feuille. Oui. Je veux pas la lire. Moi, je vais la lire. Je la laisse à Isabelle parce que, what the hell? Oh my god, ok. C'est une question d'Anthony Leblanc. Anthony! Qui demande, étant une personne à lunettes, est-ce que je peux quand même parler fort?
C'est-tu un inside ou il est juste random? Pourquoi qu'il parle? Étant à lunettes. Répète la question. Étant une personne à lunettes, est-ce que je peux quand même parler fort? Ben moi, je dis enlève tes lunettes, je sais pas. Moi, je suis une personne à lunettes depuis longtemps, puis j'ai tendance à parler fort. Ça change pas ta caisse de résonance. Ta caisse de résonance, c'est ta bouche. Ok, mais toi, parles-tu fort pour des lunettes? Je parle très fort. Okay, Je parle fort, j'ai des lunettes depuis toujours, mais, je sais pas, non, les lunettes pincent pas assez le nez pour changer ta voix. Non, c'est bien trop haut. Ben non, c'est clair que c'est juste une joke, mais moi je veux que le monde vote dans les commentaires. Oui. Hein? Lunettes, parles-tu plus fort avec ou sans lunettes? Ben non, il y a aucune science là-dessus, j'ai pas lu de recherche là-dessus, je suis désolée, il faut que je fasse une investigation plus profonde de cette question. Là. Ouais, merci pour ta participation, Anthony. On va terminer ça là. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter X et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook et TikTok. Apparemment, c'est cool cette affaire-là. C'est plus cool à cette heure. Ok, on a déjà dépassé. C'est ça. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Valérie Mallard pour s'être prêtée à l'exercice. Ça m'a fait grand plaisir. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est-tu mon ventre qui fait ce bruit-là? C'est C'est le mien. Ok. J'entends juste les ventres. Gargouille, mais moi et tout, ça prend. Il faut juste mettre la bédaine contre le micro, puis là, les estomacs peuvent avoir leur conversation. En harmonie.